J'ai pas souvent été ivre-mort dans ma vie, mais ça ressemble à peu près à ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire que l'esprit, il est encore là, il donne des informations, mais le corps ne répond pas. C'est-à-dire que je me vois tomber, t'as même pas mal, hein. Tu te vois tomber, tu comprends ce qui se passe, et tu sais de bouger, mais le jus, il est pas encore là. Quand on avait 18 ans, avec Virgile, quand tout le monde allait en boîte, quand tout le monde allait faire la fête, nous, on était enfermés dans la salle à se taper dessus, tu vois. On a un résumé qui est suffisamment fourni pour pouvoir prétendre à avoir notre chance pour une organisation telle que l'UFC. Je pense que l'idée de se battre avec quelqu'un, au moment où il était question pour moi de m'engager sérieusement dans ce domaine, ça faisait écho à des angoisses en moi que j'avais besoin d'affronter. J'y vais pas pour faire de la figuration, j'y vais pour terrasser mon adversaire. Yeah, feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Don't care what they say. I don't got no patience. I can't ever wait. I've been trying to get it. Running up all these digits. And I've been in the gym. I've been up doing minutes. I just put in that work. Told them it's strictly business. And I see through the face. They all just burning bridges. Feel like John Moran. Need a triple double. Told them check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Si tu es un gangster, forcément, tu veux Winamax. Et pour ça, il y a Winamax qui double ton premier dépôt jusqu'à 100 € et t'offre 10 € supplémentaires avec le code promo GONG10. Tu as tout en description, y compris le lien affilié. Par contre, tu joues toujours avec modération. Et pour les mineurs, c'est verboten, ce qui veut dire en bon français, dégage ta race. C'est-à-dire que tu apprends de nouvelles techniques que tu vas pouvoir renforcer ensuite pendant le prochain camp. Bon, tu en apprends aussi pendant les camps, mais beaucoup moins. En tout cas, pour moi, j'en apprends quand même moins. J'élargis moins ma palette technique quand j'ai une diète, quand j'ai un combat qui approche. Parce que l'entraînement, c'est pas le même. L'intensité, elle est plus haute, le volume, il est réduit. Et là, en fait, le fait d'avoir un plus gros volume d'entraînement, c'est là que j'emmagasine plus. Ouais. Et donc, là, je vais aller aux États-Unis. Je vais aller autour de New York. Ah, tu repars là-bas, ouais. Voilà, je vais y aller avec Virgile. Virgile devrait combattre peut-être avant moi en avril. Si c'est en mai, c'est fin mai, à moins que je combatte avec lui. Et on va aller aux États-Unis, autour de New York. Il y a quelques gyms à faire là-bas. Il y a le Long Island de Matsera où il y avait Merab et Aljamain Sterling, mais c'est un gros gym, donc tu as des combattants un peu partout dans le monde qui y vont. Ouais. Il y a plusieurs clubs de jiu-jitsu de qualité, le plus connu étant Renzo Gracie ou Marcelo Garcia. On va peut-être y faire un tour, mais c'est assez cher. Donc je pense pas qu'on va y rester très longtemps. Mais justement, je crois il combat. Il doit être, ça se trouve, c'est son combat là au One en ce moment. À qui? Il refait à Marcelo Garcia. Il va combattre là? Là au One, ouais, c'est ça. Tu sais, En grappling, ouais. Ok, stylé, je savais même C'est pas. marrant, ouais. Et Donc deux gyms de grappling à essayer, de qualité. Puis il y en a un autre qui s'appelle Bodega Jiu-Jitsu dans le New Jersey. ouais. Ils envoient des gars, j'ai pas les références en termes de nom, mais par contre, ce qui m'a intéressé dans ce club-là, Ouais. bon, déjà, ils ont des compétiteurs de haut niveau en grappling, donc il y a un savoir-faire. Ouais. Et au-delà du savoir-faire, il y a une pédagogie qui a l'air intéressante, donc qui montrait un peu comment ils travaillaient sur des concepts de grappling. Et ça change, on va dire, du format classique. Je te montre 3 techniques, on fait 2 thèmes et après on se roule dessus pendant 2 heures, tu vois. Ouais. Format intéressant, notamment ça a des partenaires de qualité, mais je pense qu'il y a plusieurs manières, il y a plusieurs chemins pour arriver au même endroit et que selon les gens, des fois, ça vaut le coup d'en emprunter un plutôt que l'autre. Ouais. Donc bon, à essayer. Là, moi, je suis en recherche je suis intéressé par tout ce qui touche à la pédagogie, donc ça avait l'air d'être un peu original dans ce club-là. Puis il y a Montréal qui est pas loin, donc le Tristar Gym, etc. Toi, tu es déjà dans ta tête, quand tu dis pédagogie, tu es déjà dans ta tête comme un coach en fait. Je suis mon coach principal en soi. Ouais, C'est-à-dire que c'est moi qui fais des choix dans mon entraînement, avec qui je m'entraîne, comment je développe. Donc au final, quand je vais essayer plusieurs gyms, ce qui est l'objectif là pour 2025, l'objectif c'est de trouver un endroit où je me dis, où dans mon jugement, ok, là ça vaut plus le coup que là-bas. Ils sont peut-être plus forts là-bas, mais là, dans leur manière et le rapport qu'ils ont à moi, ça va m'aider à aller plus loin. Tu vois. Ouais. Donc par contre, voilà, moi mon job aujourd'hui, c'est déléguer un maximum et trouver les gens compétents à qui déléguer. Parce que j'ai eu la fâcheuse tendance dans ma vie à tout vouloir faire par moi-même.
Ouais. Donc, pour différentes raisons, mon histoire de vie. Ouais. Sauf que je me suis bien rendu compte que quand quelqu'un a compris l'histoire et me l'explique, je gagne quand même beaucoup de temps, notamment en boxe par exemple. Ouais. Moi, à Nice, on a justement un très très bon coach de boxe. Donc, le but là, voilà, c'est que je n'ai plus rien à penser, plus rien à cuisiner, plus rien à. Tu vois ce que je veux dire? Que vraiment je sois pris en charge de A à Z Ouais. par des gens que je juge compétents, et je pense que même dans ma compréhension de la pédagogie de comment y arriver, ben, je progresserai. T'es dans... Toi, t'aimes... Est-ce que t'aimes déjà autant apprendre aux autres, par exemple? Tu vois, expliquer ce que J'adore t'as appris? apprendre aux autres. Ouais. Donc je pense que Qu'apprendre toi-même, l'enseignement fera partie de ma vie à un moment Ouais. donné. Donc, ce sera peut-être dans les maths, peut-être ce sera dans la science du sport, étant donné que j'ai étudié le sujet. Ou peut-être que ce sera dans complètement autre chose. Mais j'aime beaucoup l'enseignement, en fait, parce que peut-être à des moments dans ma vie, je n'avais pas eu ce rapport d'enseignement vis-à-vis de mon père, par exemple. Et j'aurais aimé l'avoir. Et je sais pas, c'est peut-être une manière de réparer quelque chose dans le fait d'enseigner aux autres. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'apprendre aux gens. En fait, même si je pense que dans le fait d'enseigner, c'est une manière aussi de renforcer ou de mieux comprendre les choses qu'on croit avoir comprises. Tu vois, parce que les avoir compris, c'est une chose, et savoir les expliquer et aider les autres à les comprendre, ben, en fait, ça nous oblige à trouver des mots, ça nous oblige à présenter les choses d'une manière qui peuvent peut-être, et qui, j'en suis sûr, changent notre perspective de ces choses-là. Donc, ouais. Oui, verbaliser, ça change tout en fait, sur le plan émotionnel et sur le plan didactique. Ce qu'on disait, un des grands thèmes qu'on avait à la fac, c'était expliquer des choses complexes de la science du sport en 5 minutes avec un poster. Donc vulgariser les choses. Il fallait être capable d'expliquer, bon, c'était pas des mathématiques appliquées ou de la physique quantique, mais il fallait être capable d'expliquer à un enfant de 4 ans comment on fait pour développer la force maximale avec un cycle sur le corps humain, tu vois, au regard des contraintes physiologiques du corps humain. Tu vois. Si par exemple c'était ça le sujet, tu vois, on devait être capable de vulgariser les choses à ce point-là. Mais si on est capable de cet effort de vulgarisation, en fait, c'est qu'on a compris les points essentiels d'un sujet. Donc effectivement, dans l'enseignement, je pense que ça nous aide dans notre propre compréhension. Mais sauf qu'au bout d'un moment, il y a 24 heures dans une journée, l'énergie elle est limitée, donc il y a des priorités. Comme je te disais tout à l'heure, si j'avais le temps, j'irais faire du kung-fu, j'irais faire du taekwondo, j'irais faire du judo, je ferais du jiu-jitsu brésilien avec kimono, mais parce que l'énergie est limitée, ben, je donne priorité à ce que je juge essentiel pour la réussite en MMA. En tout cas, il y a une hiérarchie et je respecte la hiérarchie. Ouais. Mais tu ne referais pas du roller, par exemple. C'est marrant, tu m'as cité que des sports de combat. Bah là, du roller, j'en ai plus refait depuis que j'ai arrêté, donc depuis mes 14-13 ans. Ouais. Et parce que dans ta tête, là, c'est vraiment orienté combat. Alors dans la pratique, tout tourne autour de ça ou pas dans ta vie? Pas seulement le MMA, hein, mais là, parce que là, tu m'as dit que si tu avais le temps, tu ferais autre chose, mais lié au combat encore. Je m'intéresse à beaucoup de choses, donc si j'avais le temps, je ferais des études à côté encore. J'apprendrais un maximum de choses parce que on m'a donné le goût de l'apprentissage quand j'étais de mon enfance jusqu'à maintenant. Donc, mais ouais, essentiellement, là, aujourd'hui, ma vie tourne autour du combat. Et d'autant plus d'ailleurs quand je n'ai pas de combat qui arrive parce que j'ai moins cette fatigue, j'ai moins ce besoin de déconnecter avec le combat pour la récupération, parce que là j'ai de l'énergie et mon rapport à la chose est différent. Donc comme je t'ai dit, le volume augmente, l'intensité diminue. Donc par exemple, là maintenant, quelque chose que je refais, que je ne fais pas quand je suis en période de combat, là je regarde beaucoup d'instructionnels. Tu vois. En ce moment, je suis sur la lutte par Gordon Ryan. Alors je ne sais pas si c'est la meilleure référence pour la lutte, il y a sûrement des bien meilleures références, mais moi ce que j'aime chez Gordon Ryan, c'est comment il explique les choses. Donc, je pense pas que ce soit un très bon lutteur, mais c'est pas parce qu'on n'est pas un bon lutteur qu'on n'a pas forcément compris la logique interne de certaines positions. Et en tout cas, jusqu'à présent, je le trouve pas mal instructionnel. Donc, tu vois, le temps libre que j'ai, je l'alloue encore plus au MMA quand j'ai pas de combat qui arrive. Donc, c'est essentiellement ça. Et après, j'ai besoin d'un loisir qui me permet de déconnecter, et donc la musique. Et alors, est-ce que Gordon Ryan, il explique la différence? Parce que justement, on a eu ça avec Makhachev contre Makano. Makano qui s'est fait soumettre en Brabo. Enfin, pour Sherdog, c'est un Brabo au choc. Est-ce que lui, il explique la différence entre le Brabo, justement, le darts et l'anaconda?
Alors, Est-ce que toi, tu… Ouais. il a fait un instructionnel sur le bras tête que j'ai pas regardé. Ouais. Mais c'est marrant que tu m'en parles parce Ouais. que hier j'ai fait du grappling avec Virgile. Ouais. Et à la fin de la séance, après on se soit défoulé, on a fait un spécial bras tête où on a travaillé entre autres cette manière qu'il a Makhachev de fermer. Mais ça, vous l'avez travaillé après le combat, du coup, le bras Hier tête. soir. Quoi? Hier soir. Ah oui, hier soir, ouais. Hier soir, on était donc sur Paris avec Virgile. On avait un événement avec Foot Corner. Ouais. Et parce que là, je pense qu'ils vont annoncer bientôt, mais Virgile fait partie de l'équipe Foot Corner maintenant. D'accord, top. Et en fait, donc du coup, du bras tête, ce qui fait Makhachev, je ne sais pas si tu vois du bravo choke quand tu montes. Ouais. Tu montes, donc là, tu es de face avec la tête et l'épaule. Ouais. Généralement, du bravo choke, on vient là pour écraser la tête, rentrer la tête, Ouais. casser la posture et ensuite fermer. Ouais. Du hand choke pour rester au-dessus. Ouais. Et en fait, Makhachev, il fait exactement ça, sauf qu'au lieu de venir là, il vient verrouiller la main un tout petit peu en dessous du poignet. Ouais. Mais il garde le coude au-dessus de la tête. Et en fait, on s'est rendu compte, quand on fait ça, ça permet, quand on met la pression pour casser la posture, Ouais. si la posture ne se casse pas parce que par exemple il s'aplatit l'adversaire, ça permet d'étrangler. Ouais. Donc là, je suis déjà en train de t'étrangler. Donc en fait, c'est toi qui vas rouler ou pas que je t'étrangle, sauf qu'en fait, quand tu vas rouler, t'es trop tard. Et bizarrement, le fait de verrouiller là, Ouais. moi, c'est mon feeling, hein. C'est Ouais. quelque chose qu'il faut qu'on travaille encore, mais le fait de verrouiller comme ça me fatigue beaucoup moins les avant-bras que de venir là. Surtout qu'en fait, il y a besoin d'aller moins loin. C'est-à-dire que quand tu verrouilles classiquement ton barbeau de chose, idéalement, il faudrait que ta main, tu vois, tu puisses la relâcher. Il faudrait que tu fermes par-dessus le poignet. Ça te permet d'être suffisamment serré. Parce que si tu es là, tu vois, là, il y a un jeu au niveau du poignet qui m'empêche de serrer, surtout qui me fatigue l'avant-bras. Parce que là, je vais devoir serrer avec mon avant-bras, alors que là, c'est l'os en fait. Ouais. Et donc lui, il vient là et bizarrement, je sais pas, le feeling est excellent. Donc, Ouais. mais bon, ça, c'est que de l'expérience. C'est, tu vois, des fois, ce que j'ai remarqué en grappling, parce que je pense que c'est là où on a la plus grosse marge de progression en MMA en général. C'est en tout cas la conclusion que j'en ai tirée de mon voyage au Texas, où il y a les deux des meilleurs clubs de Jiu-Jitsu au monde. Ouais. C'est que vraiment, en MMA, on est un peu en retard. Après, ça a moins d'importance en MMA le grappling qu'en grappling, forcément. Mais il y a deux choses. Savoir dans une position, quelle qu'elle soit, quelle est la direction à prendre, quel est le dilemme, quelle est la logique interne de la position. Donc ça, c'est le premier problème. Quelle direction prendre? Et puis des fois, je sais quelle direction prendre, je la prends et pourtant, je n'ai pas de réussite. Donc là, c'est un autre problème. Là, on n'est plus dans la logique interne, la logique elle est comprise, la direction elle est comprise. Là, le problème, c'est problème d'exécution. Qu'est-ce que dans mon choix, qu'est-ce que dans mon mouvement, je rate à un moment donné qui fait que malgré le fait que ce soit la bonne décision, ça ne marche pas. Ouais. Et donc là, dans la manière de travailler, c'est différent. Là, on n'est plus sur être capable de trouver la bonne information, la bonne direction. Là, on est sur le feeling. Et donc, par exemple, comment on travaille? Ok, on sait que comme ça, apparemment, visiblement, à très haut niveau, ça marche bien. Ouais. Pourquoi quand je le fais, j'ai pas mon feeling? Je sais pas, mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 10 minutes. Et pendant 10 minutes, je vais me mettre dans cette position jusqu'à que je trouve. Et puis l'avantage de le faire avec un partenaire, c'est que lui, il sent. Il me dit, là, t'es bon, là, t'es pas bon, là, ça m'étrangle, là, ça t'étrangle pas, refais comme tu fais. Ok, et le fait d'être à deux en plus, ça permet on est deux cerveaux à réfléchir sur un même problème et ça permet d'avancer et justement de renforcer cette position, ce mouvement qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Parce que quand on y réfléchit, les nuances, elles sont infinies parce que déjà, tout le monde est différent. Enfin, toutes les morphologies sont Il différentes. faut adapter à son corps, effectivement. Tu bosses pas forcément avec des mecs que tu vas retrouver dans ta KT. Donc, il y a… Mais ça, c'est intéressant aussi de travailler avec des plus lourds et des plus légers. C'est intéressant à tous les niveaux, hein, en lutte, en boxe et au sol. Mais par exemple, en boxe, travailler avec des plus légers. Par exemple, Virgile, pendant des années, on a boxé ensemble et j'étais son sparring principal. J'étais beaucoup plus rapide que lui. Et en fait, après, quand il a fait ses débuts pro, c'était chez les lourds, ses débuts pro. J'ai l'impression que ça arrive au ralenti, tu vois. On travaille avec des plus légers pour travailler justement cette vitesse de réaction, etc. Travailler avec des plus lourds en lutte, j'aime beaucoup parce que Virgile, il m'a énormément monté ma défense de cage contrôle. Parce que devoir défendre régulièrement face à quelqu'un qui est beaucoup plus fort physiquement et qui techniquement est probablement au-dessus, mais après, quand tu te retrouves même face à quelqu'un de fort contre la cage de ton poids, tu savoures la chose, quoi. Vraiment, tu apprécies le moment et en fait, tu t'y retrouves, tu t'y retrouves plus facilement en fait. Tu vois, ça monte ta défense, par exemple. Mais après, faire qu'avec un plus lourd ou qu'avec un plus léger, ça, c'est contrepartie aussi. Par exemple, d'un moment, il y avait vraiment une période, je faisais que tous mes sparring MMA avec Virgile. Et quand je me suis remis à faire des sparring MMA avec des gens de mon poids, je me suis rendu compte que je ne savais plus attaquer.
Parce qu'en fait, on était rentré dans une dynamique. Alors, c'est pas forcément que les plus lourds ou que plus légers, mais tout le temps avec la même personne. Il y a une dynamique de combat qui s'installe. Et souvent que tes sparring avec une personne vont toujours ressembler à la même chose. Donc c'est bien pour développer ces choses que tu vas expérimenter. Mais au final, avec Virgile, j'étais toujours le défenseur sur la lutte, j'étais toujours l'agressé sur la lutte. Et quand d'un coup, c'était moi l'agresseur en lutte, ben, je ne m'y retrouvais pas, je n'avais pas mes automatismes. Donc ça peut être un piège aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de varier les sparring, de varier aussi les méthodes d'entraînement. Voilà. On dit en préparation physique, variety is key. La variété, c'est la clé. D'accord. Et alors juste attends. Est-ce que tu as éteint ou mis ton téléphone en mode avion? Il n'est pas en mode avion, non. Ouais, je veux bien. Si je peux, parce que là, on a eu, sur tous les derniers tournages, on a eu des interférences. Je peux le poser ici, ça te dérange? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Merci, super. T'avais pas d'interférence jusqu'à maintenant? Non. Ok, mais bon. Comme ça, on évacue. Merde, on Il n'y a évacue pas de ça. problème comme ça. Ouais. Et alors, tout à l'heure, ouais, tu me disais que bah, tu manges, tu dors, tu bois MMA. Est-ce qu'à certains moments, tu n'en as pas plein le cul? Tu dis, putain, le combat, j'en ai marre. D'autant plus t'as des- quand tu es en état de fatigue et de diète avancée. Tu vois, il y a Ouais. des moments où tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Ouais. Pourquoi je me prends pas un job simple? Mais je me le dis de moins en moins, tu vois. Ouais. J'apprécie de plus en plus toutes les étapes. Mais bien évidemment que des fois, l'entraînement, c'est difficile. Mais je pense que c'est nécessaire de se retrouver dans ces situations-là aussi. Ouais. Parce que sinon, ça veut dire que tu n'es pas dans le vrai, c'est-à-dire que tu ne te pousses pas, ça veut dire que tu n'es pas à bout. Et la vérité, c'est que la fatigue, ça influence énormément notre humeur et notre appréciation dans la vie de tous les jours. Ouais. Ce n'est pas le seul élément, mais je trouve que c'est un élément quand même qui a un gros impact. En tout cas, dans ma vie, c'est comme ça que je le ressens. Ouais. Et le fait d'y être, c'est-à-dire qu'on est dans le sweet spot. Si à un moment donné, dans la préparation physique, dans la préparation d'un combat, pardon, t'es pas, j'ai pas envie de dire au plus bas, mais tu n'es pas bas dans ton humeur, dans ton énergie, c'est que le taf n'a pas été fait. C'est que on n'est pas, tu mets pas ton corps à l'épreuve comme tu dois le faire. Ouais. Et bon, on va arrêter là le prologue. Je vais peut-être faire la présentation. Bien sûr, c'est un peu c'est la coutume de toute façon. Axel, je suis ravi. Bonjour à tous déjà. Salut Bonjour. les gangsters. Je suis ravi d'accueillir Axel Sola, qui devient un membre de la chaîne à part entière. Enfin bon, ça fait ta troisième apparition. Et là, on a enchaîné un peu, mais parce que la dernière fois que tu es venu, c'était avec Ramzan il y a à peu près un mois, un petit peu moins d'un mois, je pense. Et ça tombe très bien que tu reviennes parce que il y avait plein de sujets qu'on n'avait pas abordés ou qu'on avait survolés. J'ai trouvé, parce que tu t'es entraîné, tu vas de plus en plus t'entraîner à l'extérieur, ou voire même à l'étranger, puisque tu es installé sur Nice. Là, tu viens de faire un combat donc pour le premier Ares à Nice. C'était le 18, c'est ça, c'était le 18 janvier. Et c'était contre Lucas Arona Caio. Voilà, c'est un finish, ce combat. De l'extérieur en tout cas, il m'a semblé que tout s'est bien déroulé. Donc c'était un beau combat, bien mené. Déjà ressenti sur ce combat, toi. Première fois que tu combattais à Nice, devant ton public, on est d'accord? C'est ça. Mais on m'a souvent demandé si, pendant la Fight Week, s'il y avait une pression particulière du fait de combattre à Nice. Et comme je l'ai dit, en fait, nous, en tant que combattants, on a un devoir de performance, on a un devoir de finir, on a un devoir de ne pas juste gagner, mais de vraiment marquer les esprits. Que l'on combatte en Corée ou à Nice d'ailleurs. Et donc, la pression n'était pas particulièrement plus élevée. Par contre, le fait de combattre à Nice, si effectivement je réalisais une performance de qualité, eh bien, les retours allaient être d'autant plus élevés. Et j'ai du mal encore à évaluer, mais pas que pour moi d'ailleurs, pour tout le Boxing Squad en fait, parce que c'était surtout ça qui avait en jeu dans ce combat. C'était un peu une présentation du MMA d'une plus grande envergure. C'était que le deuxième show de MMA à Nice, mais le premier d'une envergure telle que l'ARES. Et il y avait toute la ville de Nice, toute la mairie. Et en fait, le Boxing Squad, c'est un projet en cours. On ne se contente pas de ce qu'on est aujourd'hui. Le but, c'est de grandir, d'attirer plus de combattants et aussi que nos coachs puissent vivre de ça parce que là, on est encore dans le bénévolat à plein d'égards. Et aussi permettre à des jeunes combattants montants de pouvoir vivre de ça. Et en fait, c'est tout un écosystème qui doit se mettre en place dans la ville de Nice. Et c'était l'occasion de convaincre différents acteurs pouvant nous aider dans cet objectif, cet événement à Nice. Donc, c'était pas juste
Axel Sola qui combat pour lui, c'était le Boxe Squad qui se présente, quoi, tout simplement à tous les acteurs locaux. Donc, moment très important à cet égard-là, et ça a été la mission accomplie, donc très content. Donc après, je peux revenir sur la prépa si tu le souhaites. Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est ta troisième défense. C'était ta troisième défense, ceinture des 70 kilos. Et déjà, avant de parler de la prépa, comment tu te sens justement là pour l'instant à l'ARES? Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la légalisation, là en fait, tout en même temps s'accélère. Enfin, ça a accéléré. Ça a pris une grosse ampleur tout de suite le monde professionnel du MMA. Et je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était plutôt surprenant parce que tu as toutes les grosses orgas qui sont venues, y compris l'UFC bien sûr. Voilà, qui accourt ici, c'est l'Eldorado en fait puis là, de l'Europe. L'organisation locale, là maintenant, on a 3 professionnels en France qui sont magnifiques. Il y a le POF, Hexagone et Ares qui font un très bon boulot. C'est ça. Et qui permettent à nous, les combattants, aussi d'avoir une plateforme sur laquelle nous exprimer parce qu'on aime le combat, mais quelque part, on est des artistes, on est dans le monde du spectacle. Et être un combattant sans public. Ouais. C'est en tout cas, je pense que pour la plupart des combattants, nous, ce qu'on cherche justement, c'est ce partage avec le public et avec les fans de sport de combat. Et en fait, d'avoir ces plateformes, ça nous permet de vivre et d'exister à travers notre passion. Ouais. Tu avais conscience de tout ça justement quand tu étais encore en amateur? Parce que toi, tu as une grosse carrière amateur. Et aujourd'hui, si tu regardes les amateurs qui sortent du rooster français, ce que j'ai fait n'a rien de spécial. En termes de volume de combat et même de ce que j'ai gagné, on a beaucoup de talents en France. Alors, tu as été champion d'Europe, mais oui et non, parce qu'en fait, tu as fait tous tes combats, une grosse partie de tes combats, c'était à l'IMAF. Tu as fait énormément de participation à l'IMAF quand même, non? Donc grosse expérience quand même internationale déjà. Ouais. Bah après, l'essentiel, je pense, c'est avant tout de faire beaucoup de combats après, et d'avoir des adversaires, surtout, qui proposent des choses différentes. Parce que si tu fais 30 combats contre 30 boxeurs, tu seras géré les boxeurs, mais le jour où tu prends un lutteur, ça va te faire tout le Et surtout, si tu fais 30 combats contre des gens qui sont qui ont 1 ou 2 combats, et que toi, à la fin, tu en as 30, enfin, au fur et à mesure, tu en as de plus en plus, et tu tombes à chaque fois contre des… Malheureusement, je suis désolé de dire ça, mais malheureusement, en fait, même si tu fais 40 combats contre des gens qui ont un score négatif, malheureusement, ça t'aide à progresser. Oui. Parce que malgré tout, tu prends de l'expérience, malgré tout, tu mets des choses en place. Par exemple, Khabib, il avait fait ses 10 premiers combats, ils n'avaient pas un score particulièrement élevé, ses adversaires, et il ne les a pas fait pour rien. Ça lui a donné cette expérience qui… quand après il a eu des adversaires de plus haut niveau, lui il était à l'aise sur des choses où les autres ils étaient un peu moins à l'aise. Même sur un sac, tu apprends des choses. Même sur un sac, tu apprends des choses, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'enjeu sportif. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'avais brièvement relu des choses sur l'état de flow. L'état de flow, c'est un état en psychologie du sport. Donc c'est un état mesurable, c'est-à-dire qu'avec un électroencéphalogramme, on peut mesurer les ondes du cerveau dans cet état de flow. C'est un état où on est complètement immergé par notre activité. Une sorte d'état de grâce corporelle. État de concentration ultime. Donc il y a une perte de la notion du temps. Et pourquoi je voulais te dire ça? L'état de flow. L'état de flow. Tu disais quoi juste avant? Par rapport aux amateurs, le fait que juste même sur un sac, tu apprennes des choses. Voilà, et en fait, le fait de faire ton activité sportive avec un enjeu, c'est quelque chose qui aide à atteindre l'état de flow. Quand il y a l'enjeu et le stress du combat, on peut l'atteindre sans cette variante, mais c'est beaucoup plus facile de l'atteindre quand il y a cette composante du stress en fait. Quand cette composante du moment présent et l'importance du moment, ça peut être un accélérateur pour l'atteindre, cet état de flow. Et c'est pour cela que l'expérience est importante. L'expérience de la compétition est importante. Parce que plus on arrive à le toucher du doigt par la compétition, plus on arrive à le retrouver sans avoir la contrainte du moment important. D'accord. Donc il faut une pression, ça peut être la pression de l'adversité, la pression de l'échéance. Je pense que c'est une des raisons principales de pourquoi, j'ai souvent eu ce feeling, mais pourquoi la compétition était un multiplicateur de progression. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression qu'un mois d'entraînement, ça valait bien une compète de grappling. À peu près, les mesures, peu importe, c'est sûrement relatif à chacun et à la période à laquelle la personne est, mais je pense qu'effectivement, le fait le combat que j'ai fait, ça va m'aider à progresser et à être meilleur pour le prochain, et ainsi de suite. Donc, d'où l'intérêt d'accumuler un maximum de combats si possible. Après, il y a des athlètes qui n'ont pas un énorme record et
et qui ont déjà une manière de combattre qui est très pro, quoi, qui est très, très haut niveau. Donc après, c'est relatif à chacun, mais je pense que c'est une composante nécessaire quand même, la plupart du temps. Ouais. Et c'est pas forcément il n'y a pas forcément besoin d'ailleurs que ce soit dans la… Par exemple, Virgil, il n'a pas une grosse carrière amateur. Il n'a que quelques combats amateurs parce que blessures, etc. Mais pourtant, il a beaucoup de combats de judo. Et je pense que tout ce volume de combats de judo qu'il a accumulé, ça l'a aidé très vite à trouver l'énergie qu'il a besoin d'avoir le jour J, quoi. Ouais. Et alors, cette défense de ceinture, comment ça s'est passé, le fait que ça soit à Nice, cette prépa, comment tu as préparé vraiment ce combat et comment Depuis juillet, je combats une fois tous les 3 mois à peu près, plus ou moins. Donc là, au niveau de la diète, ça a été assez intense. Ouais. C'était assez intense parce qu'en fait, on va pas se cacher, je suis un des plus gros 70 et je compte bien être le plus gros 70 dans les mois à venir parce que je pense que… Enfin là, ce que je vais mettre en place au niveau de la nutrition, déjà, je pense que je suis pas dégueu et je pense que je vais atteindre le niveau d'après encore, là, bientôt. T'es à quel poids là, par exemple? Là, t'es en Là, forme? je sais pas. Là, je sais pas. Là, je sais pas, mais en gros, par exemple, après mon combat contre Daguerre, j'ai fait attention à la nourriture, j'ai stabilisé entre 82 et 84 jusqu'au combat mi-septembre contre Soslan. Après le combat contre Soslan, là, je me suis lâché complètement sur la nourriture et sur l'entraînement. Il y a eu vraiment un moment où je me suis plus entraîné, j'ai mangé, j'ai besoin de décompresser. C'est la manière, malheureusement, que j'ai trouvé pour le faire, mais il y a d'autres manières de décompresser que de manger comme un malade et de ne pas s'entraîner. Et bien là, je suis monté jusqu'à 88. Quand on s'est vu la dernière fois, je commençais la diète. J'étais à 88 kg. Alors après, mon corps, il fait des choses très bizarres parce que 88 kg, mais c'est de la flotte que je trimballe. Par exemple, à ce moment-là, je me suis mis à 2000 calories cette semaine où on s'est vu. J'ai perdu 4 kg en une semaine. Ah ouais. Un peu plus, 4,3 kg j'ai perdu. Donc j'étais à 88, je me suis mis à 2000 calories par jour et j'ai perdu 4,3 kg quand je suis revenu à Nice. Donc j'étais à 84. Ce qui est étrange, c'est que, mais là c'est un facteur qu'on va totalement maîtriser là dans les mois d'après parce que j'ai trouvé quelqu'un de très très compétent pour m'aider sur la nutrition, la prépa physique. Est-ce que c'est si évident que ça, en fait, de trouver? Parce qu'on pourrait se dire, aujourd'hui, il y a tellement de connaissances, il y a tellement… Alors, mon avis sur le sujet, c'est qu'en MMA, on est à la préhistoire, on est nul. Et je pense que même dans les top 5, je pense que 99% des combattants et des coachs, ils ne savent pas s'y prendre. Ils s'y prennent très mal. En tout cas, ils sont loin d'être optimales. C'est peut-être un peu présomptueux de ma part de dire ça comme ça, mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui vraiment ils maîtrisent totalement la physiologie humaine et à appliquer pour les MMA. Et il faut savoir où chercher et je crois que j'ai trouvé. Donc, j'en dirai pas plus pour le moment. J'attends que les choses se mettent en place et de voir vraiment… si effectivement mon jugement est bon ou mauvais, et puis après on pourra en rediscuter la prochaine fois. Mais, carrément. Ça, c'est mais je pense qu'en fait, là, je devrais pouvoir arriver à 70 avec encore plus de muscles et encore moins en galère. En galérant encore moins. Et donc là, ce que je voulais te dire, parce que là, je te parle de tout ça, mais pourquoi je te parle de tout ça? Parce que je te disais que la diète était compliquée, donc au moment où on s'est vu, on était à peu près à 5 semaines de la dernière semaine. Il faut que j'arrive à 78 kg 5 semaines avant. Sauf que là, je suis parti de 80 une semaine avant. Là, je suis parti de 88 5 semaines avant. Et normalement, en fait, si je veux que ce soit facile, le cut, il faut que je commence 8 à 12 semaines avant. Donc en fait, là, ça fait c'est à peu près 2 fois là, dans 6 mois où je fais des diètes accélérées. Daguerre, en fait, j'ai stabilisé à ce poids, mais pareil, 5 semaines avant, j'ai refait un pic pour après redescendre. L'accélération était entre Daguerre et Soslan, donc entre mon avant-dernier combat et mon dernier combat. Et donc, du coup, le fait d'avoir fait une diète accélérée, il y a un prix à payer parce que, en fait, là, le déficit calorique est trop gros au relatif du volume et de l'intensité d'entraînement qui monte en parallèle. Normalement, la restriction calorique, c'est quelque chose qui est bonne, c'est quelque chose qui est bon pour l'immunité. Mais quand celui-ci est trop élevé par rapport à la fatigue accumulée, ben là, l'immunité diminue. J'ai eu 4 infections là, pendant ces 5 semaines. J'ai eu 3 staffs, 2 aux cuisses, 2 à 7 cuisses, 1 à 7 cuisses. Il y a un matin, je me suis réveillé, j'avais le pouce, il était gonflé et j'avais du pus qui sortait quand j'appuyais entre l'ongle et la peau. Bon, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'infection, mais en tout cas, le corps était très sensible. Le corps était très sensible. Je suis tombé malade fort 2 fois, dont une semaine avant, grosse maladie, et surtout, une semaine avant, là, je me suis fait une grosse entorse au coude. Je ne pouvais plus bouger mon bras. Je ne pouvais plus le plier, je ne pouvais plus l'utiliser. Je ne pouvais pas poser par terre, je ne pouvais pas frapper. Donc là, pour le coup, mes études m'ont servi. Le fait d'avoir étudié la réhabilitation, c'est que dès que j'ai un souci de cet ordre-là, eh bien, je ne perds pas de temps.
Et je vais très très vite sur la réhabilitation. Et pour le jour du combat, ça tire un peu, mais je pouvais envoyer la foudre à gauche. Mais après, au regard du combat, je savais que c'est pas à gauche que j'allais toucher fort. Mais voilà. Ouais. Et ça, c'est un aspect qui t'intéresse autant que la technique martiale, la technique C'est-à-dire de combat, tout cet aspect nutrition. Le corps humain est quelque chose qui connaître me ton passionne. corps. Ouais. Il y avait cette émission quand j'étais enfant, l'Odyssée de la vie, je crois que ça s'appelait, où en fait c'était un dessin animé des petits globules rouges qui se baladaient dans le corps et qui expliquaient le fonctionnement du corps. Ouais. Et j'avais adoré, et j'étais jeune quand ma mère m'avait mis devant, et je pense que mon intérêt pour le corps humain est venu de ce dessin animé. Ouais, c'est la version biologique de Il était une fois l'homme. Tu as vu, toute une série, Il était une fois l'homme, Il était une fois l'espace. Ça, c'était plus SF, mais bon, c'était la même série avec les mêmes D'accord. personnages. Et tu avais effectivement ça, ils avaient fait ça. Moi, j'avais vu juste celle-là et j'avais adoré. Ouais. Et donc, du coup, le fonctionnement du corps humain me plaît. Et puis, selon moi, maîtriser sa physiologie, c'est une discipline à part entière du MMA. Déjà, des sportifs de haut niveau en général, parce que un cycliste de piste, s'il fait 2 kilos de plus ou 2 kilos de moins, ça a un impact sur sa manière de pédaler, sur sa performance. Et en fait, c'est le cas dans plein de sports. Et donc, en fait, le but du sport de haut niveau, c'est d'optimiser la performance et maîtriser la composition corporelle des athlètes. Ça en fait partie. Et en MMA, c'est d'autant plus important que là, il était évident dans mon dernier combat que j'avais un avantage physique net sur mon adversaire. J'avais une tête de plus et j'étais plus large. Et ça a son importance. Quand je le down, il n'est pas KO, j'ai juste downé. Mais par contre, le fait d'avoir été downé, plus la différence physique, en fait, il ne pouvait pas remonter à cause de cette différence physique. J'étais trop lourd sur lui, j'étais trop poids, trop de force. Et voilà. Et donc, libre à chacun d'apprécier la chose comme il a envie de l'apprécier. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Et si on peut prendre un avantage à ce niveau-là, eh bien, il faut le prendre. Parce que ce qui nous permet de prendre l'avantage à ce niveau-là, c'est avant tout le travail, parce que c'est du travail, de comprendre comment le corps il fonctionne. Ça demande de la discipline, de pouvoir descendre comme il faut à un poids donné sans se blesser, tout en respectant l'intégrité physique du combattant. Donc, et aussi d'être capable de le faire sans abîmer son corps, de manière à pouvoir le faire à la durée, parce qu'il y a un capital pour tout dans la vie. D'accord ? Et si on gère mal ce genre de paramètres, si on gère mal ce genre de descente, et je ne dis pas que je les gère parfaitement, je dis que je suis en quête de le gérer parfaitement et je vais y arriver, eh bien peut-être qu'au bout d'un moment, les reins ils vont plus tolérer la pression qu'on leur met sur les cuts. Et la pression qu'on met sur les reins, ce n'est pas que le jour du cut. C'est tout le processus de diète, la gestion de l'eau la dernière semaine. Et si ces paramètres sont mal gérés, tôt ou tard, on ne peut plus le faire non plus. Donc, c'est aussi une preuve. Je pense qu'en fait, si on arrive à avoir un avantage dans la durée à ce niveau-là, je pense que c'est mérité au regard des choses que je viens d'énumérer. Mais c'est mon avis et je peux entendre qu'on ne soit pas d'accord avec ça. Est-ce que pour toi, le MMA, d'après tout ce que tu nous dis là, on va revenir un peu au combat lui-même, mais c'est pas une façon, c'est pas le meilleur le moyen que tu as trouvé pour t'étudier, te tester, apprendre des choses. Le MMA, tu vois, c'est pas comme si c'est le meilleur substrat, presque le meilleur prétexte que tu aies trouvé pour te connaître à fond, pour te tester. Tu vois, en termes de développement personnel, c'est incroyable. On se retrouve dans des situations mentalement que je ne me serais pas retrouvé si j'avais fait un sport co où il n'y a pas les contraintes qu'on peut avoir en MMA. Et effectivement, je pense que j'avais besoin de ça dans ma vie, de tester mes limites et de voir qui je suis vraiment quand je suis au plus bas physiquement, mentalement. Et je pense que le MMA, c'est une manière noble de le faire, parce que par le biais du sport, parce que voilà. Tester. Est-ce qu'il y a cet aspect aussi courage? Parce qu'il y a le fait de se tester comme ça dans l'endurance, tu l'as dit, mais il y a aussi l'aspect du… forcément, le courage, se battre, c'est une forme de courage. C'est même la forme ultime de courage, en tout cas dans l'esprit des gens. On voit ça comme ça. Et par exemple, les premières fois où tu te bats, est-ce que tu penses que tu as ça inconsciemment, consciemment? Je pense que l'idée de se battre avec quelqu'un, au moment où il était question pour moi de m'engager sérieusement dans ce domaine, ça faisait écho à des angoisses en moi que j'avais besoin d'affronter. Alors, c'était peut-être pas des angoisses qui étaient littéralement affronter quelqu'un physiquement, mais peut-être qu'en tout cas, il y avait une analogie entre l'angoisse profonde et l'angoisse du combat qui m'a dirigé vers ça, dans le fait d'affronter ses peurs et d'aller au-delà de ses peurs et de se rendre compte qu'effectivement, on peut y arriver. Donc peut-être que, sûrement même, que personnellement, il est là
Il est là. J'ai trouvé dans la MMA ce que j'avais besoin de trouver pour m'élever en tant qu'homme. Ouais. Est-ce que, tu parlais d'angoisse, il y a des choses que tu redoutes quand tu combats ou que qu'est-ce qui pourrait te faire le plus mal ou est-ce que tu as déjà pensé à ça ou est-ce que, tu vois, le fait je sais pas, le fait de perdre déjà forcément ou de perdre dans certaines circonstances ou, tu vois. Maintenant, de moins en moins, j'ai envie de dire. Mais Ouais. il y a toujours le fait que c'est beaucoup de travail, un camp d'entraînement, c'est de l'investissement, mais aussi l'investissement de tes coachs, de tes sparring partners. Et c'est de l'énergie, du temps que tout le monde met, que toute l'équipe met pour toi et que toi tu mets pour toi avant tout. Et effectivement, l'idée de perdre à ce regard-là, il y a un peu une notion de gâchis en moi qui s'éveille vis-à-vis de ça. Mais dans l'absolu, aujourd'hui, je ne stresse même plus avant les combats. Je suis juste content d'y être et je savoure pleinement la chose. À partir du moment où j'ai tout donné pour ma préparation, quelque part les dés sont jetés et si c'est l'autre qui gagne, c'est que c'est l'autre qui devait gagner et que voilà, son parcours de vie fait que ce jour-là, c'était pour lui. Et à ce sens, j'accepte la défaite parce qu'en fait, je suis plus dans une logique de répondre aux attentes des autres ou je suis plus dans une logique où mon bonheur dépend du résultat. Au contraire, en fait, maintenant, mon bonheur, tous les jours, je remercie le ciel. Peut-être que ma carrière s'arrêtera là où j'en suis aujourd'hui, que j'ai atteint mon plafond et que je n'irai pas au-delà de ce que j'ai atteint aujourd'hui. C'est possible. Mais si c'est le cas, c'est pas grave parce qu'à mon sens, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné. Je me lève tous les matins pour faire des choses qui m'intéressent toute la journée. Et en ce sens, je suis déjà un privilégié et je suis déjà plus riche que la majeure partie de la population du fait de vivre de ma passion et de cultiver ma passion et d'échanger avec des gens par rapport à ça. Alors, c'est sûr que si j'ai encore plus de succès sportivement, médiatiquement et que je gagne que je gagne beaucoup d'argent vis-à-vis de ce sport, eh bien, ce sera encore mieux. Hein. On va pas se le cacher, mais au final, j'ai déjà atteint la plus belle chose que je pouvais atteindre. Ouais. Et j'espère que ça va durer très longtemps encore. Alors en pro, tu n'as pas goûté à la défaite? Presque à moitié. Hein. Tu es invaincu. Le match nul, tu veux dire. Ouais, pour toi, tu l'as vécu comme une défaite? Ouais. Après, au niveau des points, tu peux argumenter, j'ai gagné, il a gagné, mais en termes de dommages effectués, je pense que c'était assez net dans ce combat que c'était lui qui a mis le plus de dommages. Donc, si le critère, c'est les dommages effectués, si on avait des petits capteurs de puissance dans les gants et dans les tibias, eh bien, il serait dessus, je pense, parce que… Alors, c'était ton combat contre Dagir Imavov, pour resituer, c'était il y a 2 combats de ça. Et c'était en septembre 2024. Juin. Et excuse-moi. Fin juin. N'importe quoi. 14 juin 2024. Toi, tu as vécu ça comme une défaite. Tu t'es pris un down dans le combat. Ouais. Qui a changé au premier round. Forcément que tu te prends un down. Au bout d'une minute 30. Sur le premier round, ouais. Comment tu as vécu ça? Dans quelle étape? Parce que tu me disais justement que tu n'as plus de stress aujourd'hui. Donc, il y a plus de stress, mais il y a la volonté de gagner par contre. Oui. Hein, donc la volonté de gagner, elle te pousse à être dans le moment et il n'y a pas de nonchalance. J'y vais pas pour faire de la figuration, j'y vais pour terrasser mon adversaire. Donc, on n'avait pas parlé de ce down justement la dernière fois, du down. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Eh bien, comme j'ai dit précédemment dans une autre interview, j'ai pas souvent été ivre-mort dans ma vie, mais ça ressemble à peu près à ça, quoi. C'est-à-dire que l'esprit, il est encore là, il donne des informations, mais le corps ne répond pas. C'est-à-dire que je me vois tomber, t'as même pas mal, hein. Tu te vois tomber, tu comprends ce qui se passe, et tu sais de bouger, mais le jus, il est pas encore là. Et après, il commence à arriver, le jus, il commence à revenir assez rapidement. Mais le truc, c'est que l'adversaire accélère. L'adversaire accélère. Et chaque coup qui touche, même des petits coups, hein, en fait, ça m'empêche de récupérer mes esprits et de récupérer ma coordination. Et donc, tout le challenge, j'ai eu la chance d'avoir un arbitre qui me laisse l'opportunité de revenir, parce que ce n'est pas forcément le cas. Hein. Là, vu la gueule du knockdown, plein d'arbitres auraient pu arrêter. Mais là, j'ai eu un arbitre qui a eu l'œil et de voir que je me battais pour revenir. Eh bien, là, il faut gagner du temps, il faut suffisamment se protéger et se défendre pour convaincre l'arbitre qu'on essaie de revenir, mais en même temps aussi pour se laisser l'espace de respirer, récupérer ses esprits. Et ça a été là la plus dure partie du combat parce que c'était intense, quoi. C'était intense, hein. En plus, en début de match, l'adversaire, il a
il a suffisamment d'énergie pour faire une longue accélération. Et donc, faut l'encaisser la longue accélération. Donc, mais j'y suis arrivé, donc je suis très content d'y être arrivé. T'as regardé après plusieurs fois ton combat enfin, Bien sûr. Ouais. Comment non mais est-ce que tu as pu le regarder très rapidement? Tu arrives à rester froid par rapport à ça ou tu as dû prendre un peu de temps quand même? Oui, hein, Ouais. je n'ai pas de problème émotionnel vis-à-vis Ouais. de ça. Hein. J'ai fait une Ouais. bêtise, il m'a fait payer. Ouais. Et c'est une belle leçon. Hein. Il faudra plus, enfin, je la fais plus là maintenant la bêtise. En tout cas, j'espère ne plus la faire. Ouais. Et voilà, je vais de l'avant, quoi. Ouais. Et alors ce dernier combat là, comment tu t'es trouvé là et comment est-ce qu'après chaque combat tu te dis tu fais le point par rapport où t'en es ta Bien carrière, sûr, là, ce que on doit t'as- faire ouais. quand je vais rentrer à Nice, là, je dois voir mes coachs et on va regarder le combat et débriefer ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait. Et je suis content parce que effectivement, c'est quand on n'a pas de combat qu'on apprend plus de choses, mais on apprend tout de même et on continue de travailler continue à tous les niveaux quand un combat arrive. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu arrives lors d'une prépa, quand tu arrives à débloquer certaines mobilités, certains mouvements, par exemple en boxe. Là, il y a, donc, je vais te détailler la chose, mais on a travaillé des choses en particulier. Et réussir à les ressortir en combat et à capitaliser sur ces choses-là, c'est magnifique parce que tu passes 10 heures avec le coach de boxe à travailler une chose, ou un certain nombre de choses, ou un concept clé, et tu arrives à le ressortir en combat, ça fait plaisir. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez travaillé justement Alors, on a fait, avec mon coach de boxe, on travaille beaucoup sur la mécanique de frappe, donc l'efficience du mouvement. Donc, être capable de générer un maximum de puissance avec un maximum d'endurance, être capable de répéter la plus haute puissance possible tout au long d'un combat. D'accord ? Et on a beaucoup travaillé sur la force de rotation, mettre de la rotation, frapper avec les abdos, pas avec les épaules. Ouais. Donc vraiment apprendre à mettre de la rotation sur chacune de mes frappes, sur mes coups de pied, et puis travailler les chaînes de rotation, par exemple, rotation d'un côté pour envoyer de l'autre, et ainsi de suite, pour trouver vraiment une efficience du mouvement entre une chaîne musculaire croisée et une autre. Donc, les chaînes musculaires, c'est par exemple du pec jusqu'à mon adducteur. On va avoir une connexion des différents muscles sur ce trajet qui vont me permettre de réaliser un mouvement dans ce vecteur de force. Tu vois. Donc voilà, par exemple, on travaille là-dessus énormément. Et là, pour cette préparation, il m'a demandé d'arrêter de mettre de la rotation. Ah ouais. On a appris à frapper sans mettre de rotation. Donc d'abord, on a appris à mettre de la rotation. Maintenant, on en met un tout petit peu, mais elle est très réduite. Et là, on a appris à frapper avec juste le verrouillage d'épaule. Donc, pour faire grosso modo, au lieu d'envoyer mes crochets comme ça, c'est vraiment juste ça maintenant. Ah tu ouais, vois. d'accord. Je toque. Tu vois, et on apprenait Moins à d'amplitude mettre possible en fait. Ouais. le moins d'amplitude possible. Et en fait, ça permet d'aller plus vite. Alors peut-être moins fort, tu feras peut-être moins fort, mais tu vas beaucoup plus vite. Mais en fait, il n'y a pas besoin de frapper fort pour faire mal, il y a besoin de frapper juste. Tu vois. Donc, et ça te permet en fait d'aller plus vite dans l'enchaînement des frappes. Tu vois. Donc il y a tout un travail sur la sensation, trouver la bonne sensation. Et c'est là que le coach de boxe il est important parce qu'il a l'œil. Si à l'œil il arrive à voir la qualité de ton mouvement et si il arrive à voir où est-ce qu'il en est ton mouvement vis-à-vis de là où tu veux amener l'athlète, ça te fait gagner du temps parce que moi personnellement j'avais pas forcément l'intelligence corporelle de trouver une efficience du mouvement par moi-même. Il y a des gens qui l'ont. Moi c'est pas le cas. Moi j'ai besoin d'être en tant qu'athlète de manière générale, j'ai besoin d'être drivé. Tu as Virgile par exemple, là où je trouve entre autres très fort, c'est que lui il a moins besoin d'être drivé que moi. C'est-à-dire qu'il a une intelligence naturelle dans le sport de combat qui est à mon sens plus élevée que la mienne. C'est-à-dire que il va réussir à débloquer des choses sans avoir quelqu'un derrière lui, sans avoir besoin de se voir, tu vois, mais voilà, au fur et à mesure. Plus intuitif, ouais. Et là-dessus, il est excellent. Tu vois. Mais c'est important voilà, d'adapter l'entraînement à chaque athlète aussi. Donc, d'où l'importance de comprendre l'athlète, sa logique interne, ses préférences motrices et d'adapter tout ça à son fonctionnement. Et puis c'est pour ça peut-être aussi que ça matche bien entre vous parce que vous êtes complémentaires, non Ouais, c'est ça. Après, côté-là, ça matche bien parce qu'avant tout, on a des valeurs communes, ouais. je pense. Après, voilà, on a partagé, tu sais, quand on avait 18 ans avec Virgile, quand tout le monde allait en boîte, quand tout le monde allait faire la fête, nous on était enfermés dans la salle à se taper dessus, tu vois. Dans un sport que personne ne comprenait forcément. Alors moi, la famille a toujours été en soutien pour moi, peut-être lui un peu moins, il comprenait peut-être moins un peu ce que c'était le MMA à l'époque où ça n'existait pas dans la sphère médiatique. Et donc c'était pas forcément évident de s'accrocher à ça quand il est temps de construire sa vie. Parce que je parle de 18 ans, mais ça a été long jusqu'à qu'on ait
de la reconnaissance dans ce sport. Ouais. Alors on est loin d'être des stars ou des grosses pointures comme Sadine Parnasse par exemple, mais on commence à exister dans le sport et déjà pour nous c'est fou parce que ça a été long, hein. Ça a été long l'entraînement, ça a été beaucoup d'investissement, on n'était pas sûr d'en voir un jour le retour et là on commence à en voir le retour un petit peu. Donc voilà, le fait d'avoir vécu ça ensemble, c'est à mon avis surtout pour ça qu'on s'entend bien. Ouais. Et alors, t'es à la maison à l'ARES, t'es bien, je sais plus si là t'as re-signé un contrat, comment ça se passe avec Alors eux? ce qui s'est passé, c'est que l'objectif c'est l'UFC, hein, bien évidemment. Mm. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'existence médiatique pour qu'effectivement aller au KSW ou au PFL ce soit plus intéressant qu'aller à l'UFC pour nous. C'est-à-dire que les différences de sous qu'on pourrait toucher entre une organisation et l'autre, c'est pas quelque chose de significatif, c'est pas quelque chose qui changerait nos vies. C'est pas comme si on allait au PFL, on allait toucher 100 000 et 10 000 à l'UFC. Hein. On serait à peu près au même tarot dans les deux, tu vois. Ouais. Donc autant aller là où la plateforme elle est la plus développée, donc c'est l'UFC. Et puis au-delà de ça, quand on a commencé dans ce sport, c'est l'UFC qu'on regardait. Donc en plus de ça, il y a ce truc d'aller là où on rêvait d'aller en fait. Hein. Je dis on parce que je parle de Virgile aussi, parce qu'on en est à peu près au même stade dans nos carrières. On est champions tous les deux de nos catégories respectives, on a à peu près le même nombre de combats. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le papier, on a un résumé qui est suffisamment fourni pour pouvoir prétendre à avoir notre chance pour une organisation telle que l'UFC. Donc c'était censé être mon dernier combat à l'ARES, mais j'ai re-signé. J'ai re-signé déjà parce que la prime était meilleure. Et que l'objectif est l'UFC, que dans le contrat que j'ai re-signé avec l'ARES, il y a une clause de départ pour l'UFC. Pour l'UFC ou le Dana White Contender. Ah. Parce qu'il est très probable que l'UFC me signe ni moi ni Virgile directement, pour la simple et bonne raison qu'ils ont signé quasiment personne en 2024 directement. J'ai l'impression que c'est terminé ça et que l'étape Dana White Contender, elle est obligatoire. Peut-être pour des raisons administratives ou de papier, parce que ce qui est compliqué de manière générale pour les entreprises américaines, pour l'avoir expérimenté à la fac, en ayant voulu faire un stage aux États-Unis, c'est le visa de travail en fait qui est, je crois, pas si évident que ça. À en obtenir, tout cas, soit ça leur coûte des sous, soit c'est de la paperasse, en tout cas ça les emmerde. Et puis le Dana White, c'est deux fois moins bien payé. Oui. En plus, peut-être ça l'a même financièrement, peut-être qu'ils ont aussi fait un montage administratif qui fait que derrière, s'ils veulent. Enfin bref. Donc probablement Dana White Contenders, s'ils pensent à nous qu'ils ont envie de nous appeler, hein, parce que là on a fait, Virgile et moi, ce qu'on pouvait faire de mieux pour nous donner un maximum de chances, que peut-être on pense à nous pour nous appeler, donc j'espère qu'ils m'appelleront. Mais dans le cas où ils ne m'appellent pas, le gros avantage de l'ARES, c'est qu'ils me font combattre. Alors peut-être que c'est le cas juste parce que je suis champion, peut-être que demain je perds ma ceinture. Et du coup, la fréquence de combat, elle sera beaucoup moindre. Mais le fait est que si je veux combattre entre guillemets tous les mois, ils me font combattre tous les mois. Après, il y a la contrainte du poids, etc. Mais, et ça, c'est très important, la fréquence de combat. C'est plus important que tout le reste aujourd'hui pour nous. Pour la simple et bonne raison que déjà, les tarots qu'on touche ne sont pas si conséquents que ça. Donc, fréquence de combat, ça permet de... La fréquence de combat, ça permet déjà de toucher des sous. Et puis, ça permet aussi d'évoluer en tant que combattant. Parce que plus on va combattre, plus on va progresser, et plus on progresse, plus on a de chance de... Ouais. La dernière fois, on avait parlé un peu justement des catégories. Tu te verrais combattre, tu m'as dit que en 77, par exemple, tu peux combattre sans faire de cutting quasiment. 77, c'est un poids que je peux faire en une semaine, là. Ouais. Mais tu te verrais combattre en 77 oui. Est-ce qu'à ton avis, ça serait avisé? Parce que tu vois qu'il y a beaucoup de combattants, en fait, qui... le poids, ça fait quand même une différence énorme. On est d'accord. C'est des différences de poids qui sont… Quand le niveau est pas équivalent, des fois le physique ça fait la différence. Ouais. Et donc, il y a quand même un côté tellement incertain avec le MMA que si tu ne mets pas toutes les chances de ton côté, et ça c'est un facteur déterminant pour moi, tu prends un risque qui devient presque inconsidéré parce qu'en MMA, tout peut jouer sur un… Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que tout peut jouer sur un combat. C'est quand même un sport tellement intense qu'une carrière peut se jouer sur un seul combat. Je ne sais pas s'il y a un… alors, pas pour tout le monde, évidemment. Tu as des gens qui… tu vois bien que tu as des gens qui ont fait des dents de scie de fou avant de trouver leur rythme, avant d'être sur une série de victoires et arriver à la ceinture. On a tous une inertie de maturité différente. De par nos histoires. Tu vois, Sadine Parnasse, il a exactement le même. Il est plus jeune que moi, mais il est déjà sur le toit du monde dans la MMA, il fait partie des combattants les plus hypés, tu vois. Mais parce
parce que voilà, il était super précoce en fait dans sa carrière pro, par rapport à quelqu'un comme moi qui a eu besoin de plus de temps pour. Il a fait son premier combat pro à 18 ans, je sais même pas Voilà, si. je crois qu'il était même mineur. Hein. Oui, je crois que c'était à 17 ans, mais c'était en pancrace après. C'était pas exactement du MMA. Ouais, d'accord, mais bon, n'empêche qu'il a commencé sa carrière pro, donc avec tous les enjeux qu'il y a derrière. Moi, à 17 ans, j'avais fait mes débuts en pancrace amateur ou en classe B box taille, tu vois. J'étais déjà quelques étages en dessous, tu vois. Ouais. Mais donc, voilà, après aussi, c'est parce qu'il était déjà professionnalisé dans son entraînement, etc. Et moi, je n'étais pas forcément capable de le faire à ce moment-là. Mais tout ça pour te dire que chaque combattant a son inertie et que. En fait, je le dis parce que surtout pour les jeunes combattants qui peuvent peut-être nous écouter, il ne faut pas être trop dans la comparaison. Il y a de l'intérêt dans la comparaison, dans regarder comment lui s'entraîne, il est fort, quel est son rythme d'entraînement, ça peut m'inspirer, me donner des idées, mais surtout dans le jugement de valeur, il ne faut pas être dans la comparaison parce que tout le monde n'a pas la même histoire, n'a pas les mêmes rencontres, n'a pas la même vitesse, inertie de maturité. Donc effectivement, tu as des combattants comme Pereira, ils sont champions à 38 ans, tu as Ilia Topuria, il est champion à 27 ans. Donc c'est vraiment relatif à chacun, quoi. T'as Oliveira qui a fait des milliards de combats à l'UFC avant de. Ah oui, il a fait les montagnes russes avant de devenir vraiment un top player. Et toi, donc, tu te verrais de faire éventuellement, après, voilà, évidemment, il y a des adversaires à choisir, mais tu te verrais faire des combats en 77. Oui, alors le truc c'est que par contre si je combat à 77, moi je me rends bien compte c'est quoi le physique d'un bon 77 pour avoir l'occasion d'avoir tourné avec des vrais 77 qui cut et là aujourd'hui j'ai pas du tout les niveaux de force adaptés pour 77 kg, je suis en dessous. Mais par contre il est clair qu'il va y avoir un moment, j'aimerais au moins en faire un ou deux dans la catégorie supérieure pour vivre l'expérience de la prise de masse, prendre de la masse musculaire, rendre cette masse musculaire efficient métaboliquement, tu vois, donc plus par curiosité scientifique qu'autre chose. Mais le fait est que par contre, si je fais ça, je le ferai à un moment donné où mon développement technico-tactique arrive à maturation. Parce que c'est du temps de prendre de la masse musculaire, c'est des heures d'entraînement. Et ces heures d'entraînement, si demain je les passe à faire de la muscu, je ne les passe pas ni à faire de la lutte, ni de la boxe, ni du sol. Et aujourd'hui, ce qui fait que je gagne, ça reste avant tout pas combien je soulève en soulevé de terre, mais est-ce que j'ai bien défendu la lutte, est-ce que j'ai bien attaqué la lutte, est-ce que ma lecture en boxe a été bonne, ainsi de suite. Donc une fois que je serai satisfait de mon niveau, mais que ce ne sera plus qu'une affaire de physique, parce qu'il viendra un moment où ça va être le cas, là, ouais, pourquoi pas monter à 77. Ah oui, mais ça serait pour un passage, pour plusieurs combats, tu ferais ça pour plusieurs combats en fait. Non. Je sais pas, on verra bien. Après, moi, je suis déjà. Je sais pas ce que je vais faire dans 6 mois. Donc, d'accord. Mais parce qu'une prise de masse, une bonne prise de masse, ça prend du temps pour être. Pour la rendre efficace. Naturellement, je pense que moi, j'ai pas une génétique où je prends beaucoup de muscles facilement, comme Virgile par exemple. Virgile a une génétique naturelle qui est incroyable au niveau de la masse musculaire. Hein. C'est-à-dire que le mec, il fait pas d'hypertrophie, mais il fait ma taille, mais il a des bras. Si tu dis que si en plus il fait de l'hypertrophie. Il y a moyen qu'il monte d'une KT assez rapidement, tu vois. Mais peut-être, j'en sais rien. À vrai dire, j'ai jamais fait de prise de masse dans ma vie. S'il faut, finalement, mon corps y répond bien et en 3 mois, c'est réglé. Mais bon, 5 kilos de muscle en 3 mois, je sais pas. Je me rends pas compte, en fait. C'est pas quelque chose que j'ai pu expérimenter déjà sur moi ou autour dans mon entourage proche. J'ai pas eu d'amis proches qui a fait une prise de masse vraiment sérieuse, poussée au maximum, où tout était parfait. Donc du coup, je ne me rends pas compte du temps que ça prendrait. Et puis, il faut prendre le muscle. Est-ce que j'écoutais un bodybuilder parler de ça? Mais des bodybuilders, des fois, ils prennent du muscle. Ils prennent 10, 15, 20 kilos de muscle. Mais ce muscle, après, il n'est pas adapté pour les activités aérobies. C'est-à-dire que monter des escaliers, c'est compliqué. Tu vois, ils ont les mêmes problèmes d'obèse parce qu'il y a pas gratter l'oreille, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas l'oxygénation en fait. Et donc ils doivent, après avoir développé la masse musculaire, faire des programmes de cardio pour apprendre à avoir une masse musculaire efficiente sur les efforts de longue durée. Les bodybuilders, c'est des gros handicapés. C'est un niveau où ils sont Ça dépend lesquels. Je pense qu'il y en a qui ont un très bon cardio, il y en a qui ont une très bonne. Alors moi j'ai connu un mec qui était super massif, typé vraiment bodybuilder, qui faisait des compètes et en même temps qui bossait en sécu par exemple et qui avait fait de la boxe au début et tout, qui était vraiment super efficace. Après, maintenant, le truc, c'est que ça va être une efficacité limitée vachement dans le temps, en fait. Parce que, voilà, si tu mesures 1m75, tu pèses 100 kg et 100 kg de type bodybuilder, tu vois, si tu es explosif, tu peux coller des parpaings, mais ça ne va pas durer longtemps, quoi.
Oui, après tu peux changer C'est- la typologie de tes fibres musculaires, hein. Tu peux les rendre Ouais. plus efficientes pour des activités qui demandent de l'endurance, mais ça demande de l'entraînement et ça demande du temps. Ouais. Donc c'est pas juste prendre de la masse, c'est prendre de la masse Et- et la rendre efficace sur des activités type Ouais. MMA. Alors pourquoi tu voudrais sortir de la plus belle catégorie au monde, les 70 kilos? On est d'accord ou pas? Déjà, est-ce C'est la qu'on- plus dure, ça c'est sûr. Enfin, en Ah, tout mais- cas, c'est celle où il y a le plus de monde, je pense. Mais pourquoi Là où tu as des grands noms et tu as une vraie diversité, pas seulement de caractère, pour parler juste de. Mais pas seulement à l'UFC, je crois qu'au KSW, tu as au moins. Je crois que tu as 9 Français en moins de 70 kilos, je crois. Tu as un truc, c'est hallucinant. Et donc, c'est une caté qui est riche partout dans le monde. Et à l'UFC, c'est une caté qui est ultra intéressante. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais tu as des C'est pas un affrontements. préféré, mais ouais. Ouais. Enfin, Ah. toutes les KT UFC sont super intéressantes, hein. Ouais. Oui, c'est pas faux. Mais celle-là, disons que tu as t'as un renouvellement, enfin, t'as des oppositions de style et tout. Alors, attends, c'est quoi ta caté la plus intéressante? Celle que j'aime le plus, c'est Celle qui- bantamweight. Ah ouais. 61. Parce que c'est puissant, ça va vite, il y a du volume. Sur la gestion de la distance, ça rebondit vite. Après, j'aime bien regarder les 84 parce que je trouve ça marrant. Ouais. Ils ont beaucoup de puissance, mais en même temps, ça reste rapide. Et après, je dirais 70, 70. Ah ouais, d'accord. 70 actuellement, ou 70-66, quoi. Ouais. Je les mettrais en bisbee les deux. D'accord. Mes KT préférés. Alors, ton combattant préféré dans chaque caté, c'est qui? Chez 61, en ce moment, c'est Merab, hein, j'aime beaucoup. Ouais. À 66, c'était Zabit Magomed Shapirov, mais il n'y est plus. Donc voilà, Topuria, j'aime beaucoup, hein. Ouais. Après, c'est difficile de te dire mon préféré, parce qu'ils ont tous des choses qu'ils font très bien. Et Ouais. c'est tous des combattants que je prends plaisir à regarder, hein, la plupart des top 5 de chaque KT. Là, en 70, je saurais te dire. Hein. Ouais. Saroukian Makachev, j'aime beaucoup. Tous les strikers, je les aime beaucoup. Poirier, par exemple, j'adore. Ouais. En 77, c'est pas une KT que j'affectionne particulièrement en ce moment, mais Shafkat, il est très complet. J'aime bien les combattants complets. Ouais. À 84, j'aimais beaucoup Yoel Romero, mais il n'y est plus. Ouais. Adesanya, j'aime bien. Nassourdimamov, j'aime bien. Strickland, ouais, je sais pas, j'aime bien. C'est bon striker, je trouve, à 84. J'aime bien. Ouais. Duplessis, pas tant que ça, mais il est super intéressant à regarder. J'ai regardé tous ces combats là quand j'étais en train de cutter. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai passé 1h30 à regarder des 84 se rentrer dedans. Ouais. Adesanya, donc bien évidemment, super intéressant à voir. Et en plus, il y a des rencontres avec des. Là, pour le coup, il y a la rencontre avec Imavov. Ah ouais, ça va être un super combat, hein. Ah ouais, ouais. Vas-y, d'ailleurs, on peut même parler de ça direct. Quoi. Comment tu. Imavov, je le sens bien, là, il est sur une bonne lancée, là, il enchaîne les victoires, il est vraiment dans une bonne dynamique. Il peut le surprendre avec son anglaise, Adesanya. Imavov peut surprendre Adesanya avec son anglaise. Il a une très très bonne droite. Alors, le combat, c'est le 1er février. Ouais, ça arrive vite, en fait. Hein. En Arabie Saoudite. Je me rappelle plus sur quoi il s'était fait downer. Il s'était fait downer sur une droite de Strickland, non? Il me semble, Adesanya. Je crois, ouais. Et contre Pereira, c'était une droite aussi qui a été tuée, c'était le crochet gauche. Je me rappelle plus. Mais il y a des chances que ce soit une droite. Ouais. Alors là, Il faudrait que je regarde. Ouais. Mais en tout cas, ouais, dernièrement, là, il s'est fait tomber sur une droite là, par Strickland. Donc, comme c'est le point fort de Nassourdine, peut-être. Ouais. Peut-être il y a un billet à mettre sur la droite de Nassourdine. Ouais. Ouais, tu parierais là-dessus. Après, est-ce que. Israël, j'ai l'impression que. Parce que là, il a enchaîné les défaites. Il est un peu. Il est sous-estimé. On ne se rend pas compte de la domination qui a été la sienne avant. Ah, il a eu un très beau règne, hein. C'est un truc de fou. Et parce que quand tu regardes un petit peu, déjà avant Pereira, donc il y a 2 ans, il n'avait jamais perdu en 84 kilos. Donc c'était, sa seule défaite, c'était quand il était monté en 93 contre Blachowicz. Et depuis, donc, il a enchaîné 3 défaites. Strickland, il a perdu que contre les deux premiers, les 2 mecs qui sont classés au-dessus de lui, quoi. Et aussi, il a vengé sa défaite contre Pereira par KO. Donc c'est ça aussi. Ça, c'est une de ses plus grosses perfs, hein, je pense, hein. C'est un combat incroyable, quoi. Ouais. Et la première fois où il a perdu contre Pereira, il menait le combat quand même avant. Ouais, Donc, il est excellent, mais après, le truc, c'est que je pense pas que ce soit forcément. Ça l'est dans une certaine mesure, mais je pense pas que ce soit ultra pertinent de forcément appréhender un combat qui arrive
par rapport aux performances réalisées aux autres, pour la simple et bonne raison que il y a des rythmes sur lesquels je vais être plus à l'aise que d'autres. Ouais. Et peut-être qu'effectivement, le rythme de Virgile, je le connais, ou je suis à l'aise, ou c'est Ouais. un rythme que j'ai beaucoup expérimenté. Donc, Ouais. ce type de rythme-là, je vais vite m'y retrouver. Et peut-être qu'un rythme plus, dont j'ai pas l'habitude, hein, Ouais. que j'ai pas l'habitude d'affronter, ou avec lequel je suis pas à l'aise pour X raisons, ben, en fait, je pourrais faire une performance de ouf face à un combattant qui serait mieux classé qu'un combattant moins bien classé, mais qui a une manière de bouger qui me correspond pas. Ouais. Et Donc, je sais pas. Mais en même temps, bon, si tu arrives à battre Pereira, ça veut dire que. alors là, c'est une perf de ma boule. Si, franchement, s'il passe. Donc, ouais, je me rends pas compte dans quelle mesure moi, je- on peut appréhender parce que en fait, c'est comme j'ai l'impression que les gens en fait se disent que Adesanya il est fini et que alors après on Ah bah ce sport, il suffit de perdre une fois pour se dire, pour que Ouais, le grand public tourne le dos à un combattant. ouais. Et donc bon, en tout cas ça arrive vite. Je pense que ça peut être un des plus beaux combats de l'année aussi. Et ça Et je me demande s'il va pas lutter, Nassourdine. Hein. ouais. Il sait lutter. Hein. Je pense qu'il sait lutter. Alors, c'est pas quelque chose qu'il a beaucoup montré, mais en tout cas, par contre, ce que Adesanya a montré, pour le coup, si on fait dans le comparatif, c'est que il faisait des bêtises au sol sur le scramble. Ouais. Et Dricus du Plessis l'a mis en lumière dans son combat contre Adesanya. Il se précipitait un peu, donc c'est sûrement qu'il a corrigé la chose, mais il y a peut-être une carte à jouer à ce niveau-là aussi. Ouais. Du côté de la lutte, ouais. Et bah, en tout cas, ça va être intéressant. Donc Nico Lahotte dans son coin. Donc, Je me rappelle plus comment il avait fait tomber son dernier adversaire, Nassourdine, mais je me demande si c'était pas une saisie de jambe. Il n'y avait pas eu des saisies de jambe ou. Parce qu'en fait, il y a eu quelques fois dans le combat, il s'est retrouvé au-dessus au deuxième round et au troisième round. Ouais. Il y a eu quelques fois, c'était sur les défenses de takedown, sur des sprawls, mais je me demande s'il n'y avait pas eu une saisie de jambe aussi. Faudrait que. Pourtant, j'ai vu le combat il n'y a pas longtemps, mais je ne me rappelle plus. Mais si le timing il est bon sur la saisie, ça ne demande pas un gros niveau de lutte pour finir au-dessus, quoi. Ça demande juste un bon timing sur la saisie, quoi. Donc, peut-être il y a un coup à jouer là-dessus. Vu qu'il kick beaucoup à Adesanya, je sais pas. Si quoi? Comme il met beaucoup de coups de pied à Adesanya. Ouais. Mais bon, après, il sait les masquer aussi, quoi. Donc, je sais pas. C'est. Attends, excuse-moi. C'est bon, Joe? Oui, c'est bon. Ouais. Juste le data. Ah, d'accord, c'est le cadrage. Et d'accord. Toi, t'es un gros. Est-ce que tu mates le plus de combats que tu peux? Comment tu. Est-ce que tu tombes là? Parce que. Est-ce que chaque combat, tu le vois avec l'œil du technicien? Ou est-ce que tu arrives à profiter du combat, tu vois, un petit peu quand même? Bah, chaque fois que je regarde des combats, en fait, pour moi, c'est l'opportunité de. C'est une enquête, tu vois. Je suis en pleine enquête, quoi, comme un détective à la recherche de preuves ou de choses qui feraient avancer ma compréhension. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que peut-être je réfléchis à faire, de faire des analyses vidéo, peut-être sur Twitch ou sur YouTube, où je prends des combats avec des arrêts sur image et des petites flèches et tout. Et en fait, c'est quelque chose que je fais pas assez. Et peut-être le faire sous ce format-là, ben, ça me rendrait un double service, peut-être d'exister un peu plus sur la sphère médiatique du MMA. Et peut-être aussi, ben, du coup, ça me donnerait, comment dire, ça m'imposerait une discipline d'analyse vidéo, parce que je le fais, mais pas assez. Notamment quand je prépare un combat, je sais pas, c'est bizarre. Après, j'ai des périodes où je regarde plus que d'autres, mais c'est quelque chose clairement que je pourrais faire plus. Je pourrais faire en plus. Bah déjà ça, et puis avec Virgile, faudrait que vous fassiez vous pouvez faire des séries de techniques, des trucs, ça peut être pas mal. Ne serait-ce que de nous filmer en train de regarder un événement UFC, en fait, tous les deux, on a un regard différent sur les choses, sur le rythme, sur ce qui se passe dans le combat. Et peut-être le fait aussi de les verbaliser, ça les ferait avancer plus vite dans nos têtes, tu vois. Et puis sûrement que ça intéresserait des gens. Donc avoir un peu ce qui est compliqué, je pense, ce genre de choses, en tout cas pour moi, c'est de les lancer. Mais avoir sous quel format ou sous quelle plateforme lancer la chose, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est clairement quelque chose, l'analyse vidéo, je pense, qui est important pour éduquer le regard. Notamment sur les phases de boxe. Pour moi, la qualité principale, enfin la chose qui fait la différence entre un Floyd Mayweather et les autres, c'est la lecture. C'est que le gars il est capable de comprendre ce qui se passe dans le combat à un moment T plus rapide que l'autre et d'ajuster en fonction. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut éduquer avec
la vision en regardant des combats. Sur les phases de lutte, c'est un peu différent parce que c'est beaucoup à la sensation, sentir le poids de l'autre, c'est pas forcément des choses qu'on voit. Donc là, il y a plus une partie pratique qui serait entre guillemets plus nécessaire, mais il y a des choses qu'on peut voir quand même. Des fois, tu le vois clairement que voilà, le poids il est sur cet axe-là, sur cet axe-là, comment l'adversaire a transféré le poids de l'adversaire pour préparer une attaque. Donc il y a des choses que tu peux voir quand même. Mais il y a une part de sensation des fois que tu vois pas par image. Ouais. Quand tu vois un peu, on a parlé de la diverses catégories de l'UFC, enfin de la profondeur des catégories. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore une place? On a quand même, quand on réfléchit un petit peu, on se dit qu'il n'y a plus de place, enfin l'UFC occupe toutes les cases, il n'y a plus de place pour les autres organisations, si ce n'est des places vraiment très mineures où en fait au niveau sportif, l'UFC coche, on a l'impression que ça coche toutes les cases et quand il y a des combattants vraiment qui pourraient, même si après il y a un aspect marketing, hein, il y a un aspect évidemment business, part de marché ou ce genre de choses, mais c'est comme si le casting de l'UFC était toujours, se suffisait à lui-même, était toujours complet au moment où, comme si on n'avait pas besoin, enfin quelqu'un qui va regarder les autres organisations alors qu'il y a déjà tellement à faire avec l'UFC. Ça peut faire mal au crâne, quoi, à force. Il y a vraiment beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, par exemple, quand on enregistre, tu vois, tu as un One qui est en train de se produire. One, c'est mon ami le plus intime, mon organisation préférée. Mais tu vois, les gens, ils ne peuvent pas tout regarder à un moment sur le MMA. C'est compliqué d'avoir de l'intérêt sportif pour les personnalités. Et c'est là que les médias ils rentrent en jeu. C'est là que effectivement, on a un Saladin Parnasse qui fait un main event au KSW et tout le monde regarde. Pourquoi? Parce que voilà, il y a eu une belle promo, parce que l'histoire du gars, parce qu'il a été mis en avant et tout ça, ça me donne envie de voir. Ou un Baki Doumbé, tout le monde a envie de voir le combat. Pourtant, c'est pas l'UFC. Mais pourquoi? Parce que y a tout le boulot des médias en travers qui raconte une histoire et on a envie de savoir le dénouement de cette histoire par le biais du combat. Et donc, mais à chaque fois, tu vois, c'est ponctuel en fait. Là, à chaque fois, c'est des. Mais je vois ce que tu veux dire avec l'UFC. Effectivement, l'UFC, là, c'est homogène, tu vois, c'est un ensemble. Déjà, tu regardes un UFC, tu t'intéresses évidemment à tous les personnages, mais effectivement, c'est un vrai. C'est comme une série télévisée. C'est un film, oui, voilà, c'est une série. T'as le côté série, et là, ils ont été forts vraiment. T'as Dana White, t'as Bruce Buffer, enfin, t'as tous les personnages, quoi, et pas seulement les combattants. Ah, la compétition est féroce, hein. Pour prendre la place de l'UFC, il va falloir être très très bon, mais ça peut être que bénéfique pour le sport. Parce qu'il y a des acteurs qui vont essayer de prendre cette place. Ça va pousser à l'UFC à faire des ajustements pour effectivement donner de l'entertainment continuellement. Et la compétition, elle est vecteur de progression pour tout le monde, je pense. Mais oui, effectivement, là, ça va être très difficile de détrôner l'UFC. Ouais, parce que le Bellator… Peut-être par l'argent, ça peut être le moyen. Parce que si demain, tu mets, alors j'exagère, mais tu fais des tournois à 15 millions de dollars… tu vas attirer les meilleurs combattants, quoi, tu vois. Apparemment, c'est la voie que suit PFL. là le PFL. Mais le GFL peut-être aussi qui va sortir le bientôt. GFL, alors au départ, il signait un peu que des vieillards du MMA, on va dire. Mais c'est pour le branding. Oui, après voilà. Je suis même pas sûr qu'ils vont combattre. Hein. C'est juste qu'ils aient leur tête à côté du GFL. Donc on est d'accord. C'est un début de com, je pense. Ouais. Mais en tout cas, à mon avis, ils comptent pas dessus. C'est une voie d'entrée parce qu'à la fin, effectivement, ils signent les gens qui signent, qu'ils ont annoncé. Gustafsson, ils vont pas. Ouais, voilà, ils vont pas forcément. Ils vont retenir 120 combattants. Ils vont drafter que 120 combattants à la fin. Donc c'est vrai que je crois qu'ils auront signé au moins 300 fighters. Et pour en retenir, tu vois, un tiers. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ouais. Tu y crois un peu ou pas quand même à ça? Je ne me suis pas trop renseigné sur le sujet, donc très honnêtement, je ne pense pas que j'aurai un avis particulièrement intéressant. Mais du peu que j'ai entendu, je suis curieux. En tout cas, je suis content qu'il y ait des initiatives comme ça, parce que ça donnera des opportunités, quoi qu'il en soit, à des combattants. Donc c'est top. Mais le truc, c'est que est-ce que c'est pas… Quand on voit effectivement qu'il y a une nouvelle organisation comme ça qui arrive, alors qu'on voit bien que le One se casse les dents, alors qu'il y a de l'argent qui est insufflé là-dedans et qui tente certaines choses, des formats et tout. Le PFL, idem. Là, par exemple, le PFL, tu vois, moi, on voit clairement qu'ils n'ont pas les armes pour moi pour apporter du sang neuf au modèle UFC. Tu vois, ils ont essayé en signant Ngannou. Pour moi, ils se sont vautrés parce que son deuxième combat, ça n'aurait pas dû être un combat de boxe anglaise. Directement, ils auraient dû enchaîner en MMA. Et donc c'est devenu un non-événement parce qu'entre-temps il s'est fait KO'ter par Joshua.
Il y a plein de choses comme ça qui font que moi, je désespère d'avoir un vrai adversaire, tu vois, Ouais, je pense que ça va venir avec le une temps. vraie opposition à l'UFC. Et, Je pense qu'il y a besoin de temps encore, mais Ouais. c'est un processus en cours. En tout cas, j'espère que ça arrivera. et puis tu as le côté aussi mythologique de l'UFC. Tu vas aller dans Ah bah l'octogone où tout a commencé. Oui, mais ce serait mieux Toi- pour les combattants qu'il y ait un réel Oui. opposant à l'UFC. Ce serait tellement mieux. Ça, il n'y a aucun doute. Parce que s'il y a l'hégémonie à l'UFC, ils peuvent se permettre de les payer au lance-pierre et de ne pas les respecter en fait. C'est ce Alors qui que est s'il y a le sûr. risque que justement le bon combattant il se barre, Hmm. à côté qu'il amène avec lui de l'audience. Ouais. Et on va voir avec le GFL, mais On verra. Hein. ouais. Le sport évolue tellement vite. Et, oui, mais là-dessus, ça évolue Parce pas. qu'en soi, je T'as sais vu pas, est-ce qu'il y avait vraiment mieux que le PFL à la place du PFL actuel Parce il y a que- 10 ans? L'UFC était vraiment seul il y a quelques années quand même. Ouais, mais moi, ce que j'ai vu, même de l'intérieur, comme je bosse avec l'UFC depuis peut-être 20 ans, il faudra que je regarde mes premiers échanges et tout, depuis très longtemps, tu vois. Et moi, je les ai toujours vus, enfin, ça a toujours été à 1 milliard pro, c'est-à-dire que tu apprends pas ni à Dana White, ni à Joe Rogan, ni à aucun, ni au plus petit la plus petite composante, tu vois, salariale de l'UFC, son boulot. C'est-à-dire que tout est fait, chaque personne est sélectionnée, il n'y a pas de place au hasard, il y a pas. Alors après, c'est intraitable, hein, c'est marche ou crève. Que tu sois combattant, que tu sois journaliste, on n'en a rien à foutre. Enfin, tout le monde est remplaçable avec l'UFC, sauf sauf les piliers, tu vois, cardinaux, Organ, Dana White. Ça va être intéressant de voir d'ailleurs après cette époque comment l'UFC va trouver après Dana White, quid de l'UFC, quoi, parce que c'est vrai que disons qu'il y a un tel secret, tu vois, il y a une telle formule secrète du MMA. Ils savent très bien, ils savent tellement en profondeur ce qu'est le MMA. Et moi, à chaque fois que j'ai vu des concurrents, à côté, c'était amateur, tu vois. Même les plus gros concurrents, comme le ONE, le PFL ou le Bellator qui n'existe plus, ou même le GFL, là, il y a déjà plein de trucs qui... Voilà. Ok. Mais bon, de toute façon, on va bientôt voir, hein. Normalement, c'est aujourd'hui qu'ils choisissent les équipes. Ah ouais? Ouais. Donc, on va en savoir un peu plus. Toi, les combats qui t'intéressent le plus, là, qui viennent, c'est... J'ai pas regardé, je suis t'as pas trop regardé? je suis pas à jour là. Ouais. On peut regarder la carte du prochain UFC? Quoi? On peut regarder la carte du prochain Ouais. UFC? Ouais, carrément. Parce qu'il y a effectivement sur la carte avec Nassourdine, tu as Faresiam. Ah bah ça c'est un match à voir. Hein. Ouais. Là s'il refait encore une performance comme il a fait à l'UFC Paris, il y a moyen qu'il ait sa chance avec top 10 peut-être. La défaite de Moïcano, toi, tu l'as... Enfin, quand tu as appris que Moïcano devait faire le remplacement, tu t'es dit quoi? Bah, j'aurais préféré que Tsarukyan affronte Ouais. Makhachev. Parce que je pense qu'il nous aurait proposé des choses vraiment très intéressantes sur les échanges de lutte, mais peut-être pas du tout. En tout cas, Moïcano, il est venu gagner. Ouais. Il était déterminé, mais il n'avait pas les armes pour faire face à Makhachev. Hein. En tout Ouais. cas, sur l'aspect lutte sol, là, ça a été une masterclass. Parce que faire taper un combattant, un top 10 UFC premier round, c'est que vraiment tu mets un écart, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Et puis il n'a pas fait une fois, ça fait plusieurs fois qu'il le fait là d'affilée. Donc ouais, c'est un problème, Makhachev. Hein. C'est un sacré problème. Hein. Ouais, c'est un gros problème, ouais. Par contre, on a vu quand même certaines failles debout, non, contre Moïcano. On a vu que non. Tu penses que c'était pas... Moi, ce que j'ai vu dans. Il se prend pas vraiment un don, mais quand même, il s'est... Ouais, mais ce que j'ai. Après, c'est un C'est- premier ouais. round, donc il y a le. Ouais, oui. Il n'avait pas forcément l'urgence d'accélérer, mais ce que j'ai vu en striking, c'est que Moïcano, il met en place dès le début un bras avant très actif, dès que la distance est engagée. Et donc ce que j'ai vu, c'est que Makhachev, il se le prend une fois dans le front, il se le prend une deuxième fois dans la gueule, une troisième fois dans le vent, et qu'à la quatrième, il a fait la lecture, et que Makhachev fait déclencher Moïcano pour le toucher fort avec la gauche, tu vois. Bon, après, il ne touche pas clean, il n'y a pas de down ou quoi, mais tu vois, j'ai vu cet Ah ajustement que je n'ai pas vu de la part de Moïcano. Moïcano était dans Ah. l'activité dès le début, qui Ah était ouais. excellente, Ouais. mais j'ai vu une lecture de la part de Makhachev.
Dans ce premier round où justement il commence à timer ce bras avant, tu vois. Ouais. Et après il part sur la lutte et là, bon, bah, là, il y avait un écart. Mais bon, après c'est un premier round, il faut prendre son temps le premier round, surtout sur un 5 rounds, tu vois. Moi, dans mon combat, la lecture, je l'avais faite assez rapidement dans le match et dès le premier round, au bout d'un moment, j'avais envie de mettre la marche avant et tu vois mon coin qui me crie dessus. Ouais. Et je m'énerve d'ailleurs. Ouais. Ils me disent, ils me disent non, tu sors, non, je voulais pas sortir, moi, je voulais boxer, mais non, tu sors, et ça m'a énervé. Mais parce que 5 rounds et qu'il n'y a pas d'urgence en fait. Ouais. Il n'y a pas d'urgence et il faut agir en conséquence. Ouais. Et alors, il n'y a pas d'urgence, mais après, pour toi, le meilleur des combats, c'est quoi? C'est-à-dire Est-ce que déjà, tu as un combat t'as un combat où tu t'es senti vraiment. Les deux derniers, j'ai eu des Ouais. bonnes sensations. Hein. Ouais. Les deux derniers, j'ai eu des bonnes sensations. Je me suis vraiment amusé pendant le combat parce qu'il y a la lecture. En fait, il y a vraiment. Ce qui m'a vraiment plu là dans les deux derniers combats, c'est qu'il y a vraiment ce moment où je sens le. C'est pas quelque chose qui est verbalisé dans ma tête, c'est vraiment du feeling, mais où je sens le timing de l'autre et je sens dans quel comment elle va m'ajuster par rapport au timing de l'autre, tu vois. Et une fois que ça je l'ai, là, c'est bon, je sais que. Je sais. Ouais. En tout cas, je suis convaincu que je vais l'avoir. Ouais. Et à partir de là, c'est vraiment plaisant parce que dès que j'ai un moment de réussite, ça me stimule et j'en veux encore et jusqu'au finish. Ouais. Et donc, les deux derniers, là, je suis assez content. Tu sens que combat après combat, tu es de plus en plus Ah, lucide de manière générale, l'analyse, mon enfin. niveau monte et combat après combat, je commence à m'y retrouver. En tout cas, sur les derniers, je commence à m'y retrouver sur les sensations. Après, moi, mon avant-dernier, je le jugeais très dangereux sur la boxe. Le dernier, je pense pas que c'était forcément le plus dangereux que j'ai pu affronter, mais néanmoins, il est venu gagner. Et il avait quand même les armes de faire des dommages. Après, sur les deux derniers, j'avais un net avantage physique, donc peut-être que ça a joué aussi. Mais après, c'était beaucoup de boxe, donc en fait, l'avantage physique, tu fais vraiment la différence avec sur les phases de lutte. Tu vois en boxe anglaise des combattants traverser les catégories de poids, par exemple Canelo. Ouais. Parce que quand tu es bon en boxe, quand tu as le dessus sur la lecture, c'est pas les kilos en plus, bien sûr que ça joue, mais c'est pas, tu capitalises pas autant dessus comme tu peux en lutte. Tu vois. Donc au final, le style de combat que j'ai eu sur mes deux derniers matchs, il n'allait pas vraiment dans le sens de mon avantage physique, vu que la lutte, c'est pas forcément ce que je cherchais à faire absolument. Donc voilà, donc après, parce que j'ai envie de croire, en tout cas, j'ai envie de croire qu'effectivement, combat après combat, je suis de mieux en mieux. Voilà. Ouais. Bah, en tout cas, psychiquement, on va dire, mentalement, tu le ressens. Donc il y a forcément. De manière générale, c'est une réalité. tout le processus, je le vis beaucoup mieux, tu vois. Ouais. Avant, c'était vraiment quelque chose qui me mangeait rongé de l'intérieur, l'exigence de performance. Elle est toujours là, mais je la vis différemment. Est-ce que tu dirais que justement le fait que tu sois de plus en plus à l'aise comme ça, tu vois, mentalement, c'était une courbe plutôt progressive ou c'était avec des hauts, des bas, tu vois? Ouais, je pense pas que ce soit quelque chose une courbe proportionnelle. Hein. Je pense vraiment que des fois ça stagne. Ouais. Dans la vie, fait que ça monte. Mais de manière générale, la progression en MMA, c'est comme ça. Hein. Ouais. C'est pas progressif, c'est pas forcément progressif. Ou des fois, c'est des petites choses qui s'accumulent, mais tu ne sens pas vraiment la progression et d'un coup, l'accumulation fait que quoi. Ouais. Fait que vraiment, Alors, tu te dis putain, en fait là, j'ai progressé pour de vrai quoi. Ouais. Parce qu'il y a une différence aussi entre l'état mental dans lequel et de maîtrise au moment du combat, et puis aussi ta façon de le gérer avant et toute la phase, tu vois, les 2 jours par exemple qui précèdent le combat. Je sais que par exemple Saint-Pierre, lui, il m'avait toujours dit que à chaque combat, à chaque fois, il était de plus en plus stressé, quoi. Ah ouais. Ouais. Et que donc, au contraire de s'améliorer, ça empirait. À chaque fois, tu avais un enjeu supplémentaire et que ça le rendait malade, de plus en plus malade en fait. Ok. Moi, je dirais que c'est le contraire, tu vois. Ouais. Je dirais que c'est le contraire, parce que c'est pas que j'en ai rien à foutre de gagner ou de perdre, mais d'une certaine manière, oui. Je veux gagner, absolument gagner. C'est vraiment. J'en ai vraiment très très envie à chaque combat, mais d'une certaine manière, j'ai plus. Je sais pas, c'est moins une pression en fait. Je sais pas. Ouais. C'est difficile de mettre des mots dessus, mais il y a quelque chose de l'ordre du lâcher prise qui s'exprime mieux et je pense qu'il est nécessaire pour un sport comme le MMA, tu vois, parce que tu n'as plus le temps de réfléchir quand tu es dans la cage. Et plus tu es capable de lâcher prise à tous les niveaux, plus tu peux réellement t'exprimer à ce moment-là.
Et alors, perfectionnement technique, donc tu retournes à l'étranger là. Déjà, tu as fait deux voyages, donc États-Unis Mhm. pour pour le grappling. Et puis, c'était en Tchétchénie pour la lutte. Tchétchénie, Daghestan pour la lutte. Ouais, là. Daghestan, ouais. Ouais, pas pour la lutte. Hein. En vrai, dans le Caucase, Ouais. tu as des excellents boxeurs, tu as des excellents lutteurs, Mhm. des excellents grappleurs. Ouais, Mais c'est, comme je l'ai dit, c'était plus. Bah, après, je connaissais un gars sur place. ouais. Je connaissais des gars sur place au Daghestan et en Tchétchénie. Donc, Mhm. c'était un peu la porte d'entrée. Mhm. Mais bon, c'est excellent comme endroit. Hein. Il y a tellement de talents concentrés. Hein. Mhm. C'est fou. Et, mais l'essentiel, c'est avant tout de voyager et d'être dans de nouveaux endroits avec de nouveaux coachs. Et je pense que le fait de sortir de sa zone de confort, bah, c'est un boost dans l'entraînement aussi. Je pourrais pas vraiment l'expliquer, mais c'est le feeling que j'ai. Ouais. Tu vois, c'est au niveau de la plasticité cérébrale, il se passe quelque chose quand tu te retrouves dans un endroit que tu connais pas, tu vois. Ouais. Il suffit juste de te le brosser les dents avec la main gauche et la main droite. Déjà, c'est un boost pour la plasticité cérébrale. Il suffit de prendre un autre chemin pour aller au boulot que celui que tu as l'habitude de prendre. C'est un boost pour la plasticité cérébrale. Alors, si tu changes totalement d'environnement, de bouffe, de gens que tu vois, de langue, tu vois, de méthode d'entraînement, ben, peut-être qu'effectivement, c'est une manière, on va dire, biologique de Ouais. booster le processus d'apprentissage. Alors après, je ne pourrais pas te dire dans quelle mesure ça l'est. S'il faut, ça effectivement ça l'est, mais dans une mesure qui est négligeable. Ouais. Mais s'il faut, c'est Et toi, conséquent. toi, tu ne te sens pas de façon négligeable. Parce que rien que l'aventure humaine, déjà, c'est. Après, il y a ça aussi. ça Tu sais, représente. moi, je suis né à Nice, Ouais. j'ai grandi à Nice. Boxing squad, j'adore. Pour Ouais. progresser, c'est vraiment top. Mais j'y suis tout le temps depuis mes 14 ans, quoi, tu vois. Ouais. Donc après, il y a aussi, pour mon équilibre mental, j'ai besoin de voir autre chose. C'est aussi une grande raison de pourquoi j'ai envie de voyager pour l'entraînement. C'est parce que j'ai besoin de voir autre chose dans ma vie. Et Ouais. que le MMA, on a de la chance, c'est un sport à travers lequel on peut voyager. Et on peut découvrir le monde et des cultures. Et à ce niveau-là, c'est super et il faut que j'en profite plus aussi. Ah oui. Donc là, c'est, on va dire, extra sportif. Ouais. Mais l'extra sportif est tout aussi important que le sportif. Donc, Ouais. Et toi, alors, tu vas repartir là, du coup, aux États-Unis la prochaine. voilà, alors Ouais. là pour l'instant le plan il n'est pas très bien établi, c'est en cours de préparation, mais ça va être de partir à New York si possible avec Virgile. Donc là-bas il y a un très bon club d'MMA, celui de Matt Serra, donc, là où Merab et Aljamain Sterling ils s'entraînaient. Maintenant ils sont à Las Vegas donc ils y sont plus, mais bon c'est pas grave, c'est les bantamweight donc c'est pas trop le genre de gens avec qui je me serais entraîné, mais c'est un gros camp de MMA donc il y a sûrement des gens d'un peu partout dans le monde. Et puis ils ont sorti plusieurs champions UFC donc je pense qu'il y a une méthodologie intéressante. Donc, après il faut trouver l'endroit où la méthodologie est bonne, où les coachs sont bons et où ils ont envie de te faire progresser. Hein, c'est deux choses différentes. Ouais. Mais bon, déjà y aller, prendre mesure de l'endroit et voir comment ça se passe. Il y a des très bons clubs de Jiu-Jitsu dans le New Jersey, Bodega Jiu-Jitsu, Renzo Grassi, Marcelo Garcia et plein d'autres. Il y a le Tristar Gym à Montréal qui est toujours dans la zone de New York. Et sûrement dans d'autres clubs, j'ai pas encore tout regardé, tous les endroits où on peut aller, mais je vais regarder. Et puis s'il faut, on va pas être content de l'entraînement là-bas, et bien on ira de nouveau au Texas pour du grappling, ou en Floride pour l'entraînement, ou en Californie, qui sait. Donc bon, après on va être limité dans le temps parce qu'on n'a pas les fonds illimités non plus. Mais Ouais. Vous allez partir combien de temps là-bas? Un mois? je pense qu'il y a des chances que Virgile rentre avant parce qu'il aurait un combat qui arriverait plus rapidement que le mien. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, je pense que je rentrerai pour le combat. Alors on de dit Virgile depuis tout à l'heure, mais il faut dire que c'est quand même Virgile Hogan. Et c'est le champion Des au moins 84. des 84 kilos de l'ARES. C'est ça. Donc c'est ton compère depuis le début. C'est marrant, c'est que vous êtes entré à l'ARES, vous avez pris la ceinture dans vos catégories respectives et que vous évoluez comme ça en binôme. C'est ça. Ouais. Et l'idée, j'imagine, quelque part, vous en avez déjà parlé, ça serait de rentrer ensemble à l'UFC, forcément. Ah, ce serait magnifique. Hein. Ouais. Pour l'histoire, ce Incroyable. serait, Bah ouais. ce serait beau. Quoi. Ouais. Et ça te semble concrétisable, ça, ou pas? Parce qu'effectivement, déjà, quand tu penses rentrer à l'UFC, c'est vrai que surtout, bah, tu l'as dit, la compétition, la concurrence aujourd'hui, tu as le filtre en plus de Dana White Contenders. Bah, tous les Français, là, ces derniers temps, se sont cassés les dents dessus. La réussite, elle n'est pas, elle est pas excellente pour l'instant. Et donc, rentrer tous les deux, comment vous en parlez depuis combien de temps de ça, par exemple? Oh, on n'en parle pas spécialement, c'est Ouais. une évidence qu'on a envie d'y aller ensemble. Dans tous les cas, vous iriez ensemble.
Puisque si. Ah bah après, Lui- si demain ils appellent Virgile, ils le proposent à lui et pas à moi, il va pas dire non. Non, mais je veux dire, toi, tu serais dans son coin si jamais il était pris là-bas, signé, Ah bah, bien et vice-versa. Donc, Bien évidemment. ouais. Donc, dans tous les cas, Bien évidemment. Après, c'est T'aurais un ça. sport d'opportunité. Quand elle se présente à toi, il faut la saisir. Et, elle se présentera peut-être pas au même moment pour lui et pour moi. Et quoi qu'il en soit, il faudra qu'on soit prêt à faire le taf quand il faudra le faire. Donc voilà, après, c'est pas grave si on n'est pas sur la même carte, quoi. ouais. Et puis, il y a des avantages à pas être sur la même carte. Par exemple, quand c'est Virgile qui combat et que moi, j'ai pas de combat, je peux faire le sparring pour lui. Alors bon, aujourd'hui, en sparring, je suis surtout bon à faire l'échauffement, mais des fois, il n'y a que ça de disponible. On n'a pas forcément d'autres 84 sous la main. Donc, quand il faut y aller, j'y vais, tu vois. Mais si je prépare un combat, c'est pas envisageable. Ouais. Je suis trop léger et trop fatigué de tout le processus pour prendre un Virgil Hogan ultra physique, tu vois. Ouais. Donc après, je suis disponible. Mais au-delà des sparring, tu vois, même s'il y a besoin de travailler des choses particulières et tout, je peux faire le mannequin, je peux me rendre disponible. Tu vois, je suis présent dans sa prépa. Alors que si j'ai un combat qui arrive, il faut que je m'occupe de ma prépa avant tout. Ouais. Donc il ne peut pas compter sur moi. Donc c'est un peu le contre de combattre en même temps, quoi. C'est que du coup, on combat en même temps, certes, mais on n'est pas là l'un pour l'autre, quoi. Ouais. Alors que Oui. là, tu vois, je combattais dimanche soir, j'appelle Virgile, il faut qu'on se la foute là une semaine avant. Et il se ramène au boxing squad et voilà, tu vois. Mais s'il prépare un combat, il ne pourra pas. Ouais. Il se repose. Enfin, tu vois, il n'est pas à ma disposition non plus, quoi. Il doit s'occuper de lui. Ouais. Donc voilà, il y a des pour et des contre. Par contre, le pour, c'est que on est tous les deux en prépa en même temps, on est tous les deux relâchés en même temps une fois que on a tous les deux gagné. Donc ça c'est cool, tu vois. On célèbre ensemble en même temps, tu vois. Ça, Ouais. c'est top. Ouais. Mais bon, de toute façon, on ne demande pas notre avis. Donc Ouais, c'est ça. Est-ce que là, la scène française pour toi, tu la trouves comment justement pour les combattants professionnels? Savoir que là maintenant, je pense que tu as dû le voir puisque tu m'as dit que tu avais re-signé, vu qu'il y a une vraie concurrence. Alors la concurrence que tu n'as pas au niveau international, par contre on l'a vraiment là au niveau national en France. Entre l'ARES. il y a de la concurrence partout, hein, je pense. Ouais, Hein. ouais. Surtout si tu es champion d'une catégorie de poids, quelle que soit l'organisation, tout le monde veut ta tête normalement. Tout combattant qui se respecte veut battre le champion de la fédération dans laquelle il est. Donc, Ouais. concurrence, ça est tout le temps. Et puis, je trouve que ouais, mais c'est bien, ça nous pousse tous vers le haut, en fait, cette concurrence. Après, à l'échelle nationale, j'espère que un jour, je sortirai du circuit français. Parce que ce sera plus facile de m'entraîner avec les différents combattants français, les différents clubs français, une fois que je combattrai international. Et je trouve qu'en France, on a vraiment un bel avenir dans le MMA, quoi, parce qu'il y a tellement de bons gyms et de bons coachs, de bons combattants là, qui arrivent un peu partout dans toutes les catégories de poids qu'il y a un coup à jouer pour le rayonnement de la France à l'international. Ouais, Mais cette étape des plateformes françaises sur lesquelles on s'affronte, effectivement, c'est une étape nécessaire aussi parce que, pour donner un exemple, quand j'étais au Brave, quand je combattais, je passais en dessous du radar, personne ne le savait. Je prenais 0 follower, tu vois, moins qu'à l'IMAF. Ouais. Et au-delà de ce que ça m'apporte médiatiquement, ça montre bien qu'en fait l'intérêt des gens, il n'est pas de voir des combattants, alors sauf dans le cas de l'UFC ou du PFL peut-être, mais il n'est pas de voir des combattants d'un peu partout dans le monde se rentrer dedans devant un public qui n'a rien à voir avec la nationalité des combattants, mais il est plus de voir des combattants auxquels le public peut s'identifier, donc déjà ne serait-ce qu'en partageant les valeurs d'un pays, donc des Français qui regardent des Français se battre, tu vois, où ils peuvent se comprendre, et tu vois, le fait de voir des Français se battre ensemble, je m'identifie, il va y avoir un groupe de personnes, le public qui va s'identifier à lui, un autre groupe à l'autre, et le fait de les voir se combattre, eh bien, il y a un réel intérêt, il y a un réel engouement qui se crée et c'est important pour les combattants de l'expérimenter parce que déjà ça leur permet d'exister médiatiquement mais aussi ça leur permet de gérer éventuellement une pression que l'on peut gérer que quand il y a de l'engouement et probablement que les plus gros combats dans le cas d'un combattant, il y a un engouement féroce pour ce combat-là donc il faut savoir aussi gérer ces situations. Ouais. Et toi, tu as senti là, est-ce qu'il y a un avant et un après Nice, tu dirais? Le fait que tu combattes là-bas devant ton public et tout, non? T'as pas senti ça? Ouais. Pas vraiment, parce que j'ai pas encore atteint un stade médiatiquement qui fait la différence, tu vois. Là, c'est surtout des gens qui s'intéressent vraiment au MMA qui
connaissent et qui me Ouais. reconnaissent, tu vois. En tout cas, là maintenant, après, peut-être que pour le club Boxing Squad, comme je t'expliquais, Ouais. pour l'image du club et le développement du club, effectivement, peut-être qu'il y aura un avant, un après. Mhm. Mais en tout cas, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils veulent refaire un arrêt à Nice. Donc ça va donner l'opportunité. Alors je ne sais pas si je pourrais y combattre, il y a moyen que ce soit trop proche de mon dernier combat. Parce que là, comme je t'ai dit, je vais prendre un peu plus que 3 mois avant mon prochain combat. Ouais. 4-5 mois, ce serait bien. Mhm. Mais par contre, ça va être une belle opportunité pour Virgile, parce qu'il voudra combattre, à mon avis. Ouais. Pour Ilyes Giroun, qui, Ouais. à mon avis, mérite de combattre pour la ceinture 66, qui est vraiment très, très, très fort. Et qui, Clairement. je trouve, n'a pas la reconnaissance à la hauteur de son niveau. Mhm. Mais ça serait peut-être l'occasion d'avoir la reconnaissance à la hauteur de. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement de reconnaissance sportive pour l'instant? Parce que ça allait tellement vite, les grosses orgas sont venus si vite en France que le public il n'est pas forcément éduqué et en fait il va donner autant voire plus d'importance à certaines têtes, tu vois, qui va voir. Écoute, moi je pense qu'on va dans la bonne direction, Ouais. hein, de pouvoir avoir expérimenté le MMA quand ça n'existait pas en France et maintenant. Je veux dire, maintenant, même les amateurs, ils arrivent à exister dans ce sport et peut-être pas en vivre, mais à gagner de l'argent avec ce sport. Ouais. Et non, mais je pense qu'on va dans la bonne direction. Alors, c'est normal qu'il y ait des figures qui galvanisent un peu plus que d'autres. Néanmoins, même ces figures-là, elles ont un impact positif pour tout le monde, en fait. Parce que ça éduque et ça cultive l'intérêt pour le MMA et donc tout le monde y gagne. En tout cas, ouais, là, je pense que la trajectoire, elle est ascendante. Ouais. Et bah écoute, je te remercie. Juste pour finir, bah tiens, le combat Duplessis, justement, Strickland. Donc ça, évidemment, c'est la revanche. Le 8 février, en Australie, ça arrive vite, là aussi encore. Tu vois qu'effectivement, les UFC s'enchaînent, là. C'est assez féroce. Comment tu le vois, le combat, toi, et tu vois qui? Strickland, il a un rythme qui est assez constant. Autant dans son rythme en lui-même et dans ce qu'il propose en termes d'attaque. Ouais. T'avais été surpris, toi, quand il avait battu Adesanya, Strickland? Ouais, puisque je le voyais plus complet à Adesanya. Je pensais qu'il avait plus d'outils pour gérer la distance et pour marquer des points. Mais au final, Strickland, il a fait preuve d'un timing hors pair et il a réussi à l'accrocher, quoi. Après, Duplessis, je le vois très complet. Ce que j'aime chez Duplessis, c'est qu'il attaque la lutte aussi. Il est dur à lire, il a un rythme étrange. Donc, je pense qu'il va falloir, pour Strickland, vite installer son rythme, vite trouver sa distance et pas le lâcher une fois qu'il l'a. Mais s'il n'arrive pas à vite l'installer, l'autre, il va être infernal pour lui, quoi. Il ne va pas le laisser trouver justement cette distance. Donc, je dirais Duplessis victorieux. Ouais. Tu revois Mais bon, à Duplessis. ce niveau-là, tout peut arriver, quoi. Donc, Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as entendu parler de Alexandre Topuria? Ouais, il fait ses débuts chez Bantamweight. Ouais. Et c'est sur la même carte, hein, le 8 février toujours. J'ai hâte de voir. Ouais. Mais sûrement qu'il va nous proposer une boxe très aiguisée. Ouais. Et lui, ouais, effectivement, maintenant, il est en coque, en 61 kg. Il combattait en 70 avant. C'est fou, hein. Ouais. Et c'est là où, justement, il a eu sa défaite. Parce qu'il a eu une défaite par KO. Mais celui-là, ouais, tu le suis comme combattant, ouais. Je vais le découvrir avec toi, hein. C'est-à-dire que j'ai pas forcément regardé toutes ces vidéos de combat, mais Il est à 5-1, c'est un début de carrière. je pense que tous les combattants, Tu- tu sais, moi j'adore regarder même des débutants combattre, hein. Ouais. Et après, c'est surtout que au niveau du temps, quoi, moi je fais du MMA toute la journée. Si dans mon temps libre je fais que du MMA, j'explose au bout d'un moment. Donc c'est surtout ça qui fait que je suis pas un fan hardcore, entre guillemets. Ouais. Mais je pense que tout le monde a des choses intéressantes à progresser. J'adore regarder les enfants combattre. Par exemple, si on organise des petits événements où ils s'affrontent les enfants, adaptés à leur âge, etc. Mais des fois, ils te font des coups de génie, tu vois. Et je pense que tout le monde a des choses intéressantes à proposer. Et tout combattant de tout niveau mérite d'être regardé avec attention parce que peut-être qu'il y aura juste ce moment où il va faire le truc qu'il fallait faire auquel tu n'aurais pas pensé, tu vois. Donc c'est toujours enrichissant de regarder les gens. Et alors, justement, on n'a pas de compétition enfant en MMA en France. Est-ce que tu penses que ça manque? Alors, organisé par la fédération de boxe anglaise qui légifère le MMA en France. Ouais, sur striking, il faudrait mettre un format un peu karaté Shotokan, tu vois, à la touche. Je pense, parce que c'est important quand même de protéger l'intégrité physique des enfants. Ouais. Mais après, sur la lutte, un format judo, on fait de la lutte pour les enfants, tu vois. Donc voilà, et au sol, pas de coups à la tête, des coups au corps. Ah ouais.
puis du Bien jiu-jitsu sûr. brésilien. Et, On est d'accord, c'est faisable totalement. Pourquoi c'est pas fait alors qu'aujourd'hui, enfin à ton avis, pourquoi c'est pas fait au bout de 4 ans de légalisation et justement ils voulaient pousser à mort dès le départ puisque c'était le contrat pour autoriser le professionnel, donc pousser l'amateurisme et il n'y a toujours pas de combat enfant alors qu'il y avait des combats enfants avant en pancrace, qu'il y en a toujours d'ailleurs dans les autres fédérations, tu vois, la fédération, la FFK, bah après, j'ai aucune idée KMDA, des difficultés et de l'agenda Mais- de la Fédération française Ouais. de MMA, mais il y a sûrement des contraintes qui font que ils n'ont pas pu le mettre en place. Ouais. Toi, par exemple, quand tu combattais en amateur, on est d'accord, t'as pas, c'était ton coach qui était responsable de toi pour dire que tu avais le niveau pour combattre et tout. T'as pas passé un diplôme, tu vois, comme c'est le cas maintenant, avec depuis la légalisation. J'ai même pas fait de sélection, se dire. Ouais. Donc, c'était vraiment la parole de mon coach, quoi, qui était. Ouais, voilà. Mais qu'est-ce que, ouais, est-ce que tu penses, enfin, moi, évidemment, pour moi, c'est beaucoup trop restrictif aujourd'hui qu'il faille passer C'était pas la fédération actuelle d'ailleurs. un grade fer. C'est quoi? C'était pas la fédération actuelle de MMA Oui, qui. oui, c'était un comité. Non, mais je pense à qu'ils l'époque. font. Alors après, je m'intéresse pas dans le détail à ce qui se Ouais. passe en France dans le MMA, mais de loin, parce que mon regard que je porte dessus est de loin, mais je trouve que c'est incroyable le boulot qui a été fait. Maintenant, quand tu es amateur en France, c'est facile de faire des combats, tu vois. Moi, j'ai besoin de partir à l'étranger, j'ai besoin de débourser des sous pas possible pour avoir 3 combats amateurs, tu vois. Là, tous les week-ends, il y a de la place sur les shows pro, il y a des organisations amateurs qui font que du amateur en France, et moi, tout ça, je le trouve incroyable. Alors après, oui, ils essayent de donner un cadre à peu près correct à la chose avec les ceintures vertes, etc. Pourquoi pas, mais je me rends pas compte à quel point c'est nécessaire ou pas, tu vois, parce que bah, j'ai pas le regard administratif sur le sport. Ce qui est sûr, c'est que ça ne permet pas à une fédération autonome de voir le jour, parce que t'as pas forcément, parce que tous les clubs font pareil, donc ils licencient que leurs compétiteurs. Alors du côté de la fédération, ça dit ça joue pas le jeu, mais après. La licence, ça- elle comme fait ça. partie du sport en France, non? Il n'y a pas de sport où on peut faire la compétition sans licence. Et oui, Ne bien sûr, serait-ce que mais pour les assurances. non, bien sûr, mais le fait que ça soit, en fait, ce format-là, pour moi, c'est un format de semi-pro, tu vois. Le fait de passer un grade, en fait, ils veulent sélectionner, donc déjà t'as Après, le forcément grade, un il filtre. me semble qu'il n'est pas très compliqué à avoir. Je ne l'ai pas en détail, je crois, mais je ne l'ai pas Non. moi, le grade vert. Peut-être, mais tu sais très bien comment ça se passe quand tu commences la compétition. Mais de ce Tu que veux j'ai juste aller, c'est un truc entre clubs, c'est le club qui ramène, tu vois, une dizaine de compétiteurs et dedans, tu en as 2 ou 3 qui sont À sérieux. mon des avis, ce qu'ils compétiteurs. veulent, ce qu'ils Ouais. voulaient, ce qu'ils cherchaient à faire Mais- avec cette histoire de grade, c'est qu'ils Ouais. voulaient pas que ça tourne à la bagarre de rue et que des gens qui s'entraînent pas en MMA d'un coup viennent se taper et repartent, tu vois. Ils voulaient vraiment forcer, comment dire, un rapport sportif à la chose à travers le grade, parce que Ouais. pour l'avoir, ça Oui. demande quand même un minimum d'assiduité, parce que bon, ils te demandent pas des trucs de fou, mais de ce que j'ai compris, ils te disent fais-moi Ouais, un double je leg, comprends. fais-moi un single leg, fais-moi une guillotine, fais-moi ci, fais-moi ça. Ils s'assurent que tu as un minimum de culture du sport. Et donc ouais, c'était peut-être pour éviter que ça tourne à la bagarre de rue, que tu es juste des gens qui viennent juste pour se battre et qui se barrent, tu vois, et qu'en fait, ils n'aient pas un rapport sportif à la chose. J'imagine que c'est pour ça. Après maintenant, Mais, regarde en pancrace, moi j'ai vachement couvert avant toutes les compétitions amateurs donc de type MMA autorisées en France, c'est-à-dire que tu as eu déjà des compétitions avec des frappes au sol d'ailleurs en plus. Hein. J'ai assisté à ça, bien sûr, tu en as eu, le Kempo faisait ça, mais même en shooto comme des gros interclubs, tu vois, tu avais Daniel Cognam qui faisait souvent ça. Il n'y a jamais eu, évidemment, parfois à certains moments, ça manquait, enfin, il n'y avait pas la structure nécessaire pour qu'il n'y ait jamais d'incident, mais en fait, tu vois, en général, ça se passe très bien en général, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Bah, après, si tu Et- veux avoir une chance de gagner, il faut t'entraîner. Hein. Déjà, ouais. Donc si Ouais. tu y vas en mode YOLO juste pour te la foutre, Ouais. il y a peu de chances que tu aies du succès, quoi. Donc, Ouais. la logique interne du sport fait que en fait, si tu veux participer et pas servir de sac de frappe, il faut t'entraîner et Ouais. donc avoir les valeurs qui correspondent, j'imagine, avec le sport de compétition en France. Ouais. Parce que toi, est-ce que tu normalement, Mais enfin, peut-être que ça c'était pas de leur initiative. Peut-être que Ouais. c'était le ministère qui Oui. leur a imposé Alors- des garanties pour qu'on les autorise à justement installer des compétitions amateurs, etc. Tu vois. Ouais. Peut-être Mais parce c'est que- pour ça, je sais pas. Ouais, parce que je pense en fait que le ministère, au ministère, c'est clair, de toute façon, ils savent absolument pas ce que c'est que le sport de combat, Le sport. le MMA, ouais. Le sport. Oui, Ils ouais, savent pas ce que c'est le sport. on est d'accord. Désolé, mais vous savez pas ce que c'est le sport. Hein. Ouais, on est Il d'accord. suffit de 2 heures de sport par semaine à l'école, c'est pas suffisant. Bah non, Non, mais même pour un développement Ouais. du cerveau de nos élèves en mathématiques ou en sciences ou en lettres, en fait, 2 heures, c'est pas assez. C'est pas comme ça que la physiologie humaine fonctionne. On est fait pour courir toute la journée.
Et au-delà de ça, même d'un point de vue santé, Mm. en fait, le sport, il faut donner le goût du sport aux gens. Et c'est pas avec 2 heures de sport par semaine qu'on donne le goût du sport aux enfants. Et les gens qui n'ont pas le goût du sport, bah, c'est des gens qui développent des maladies, en fait, hein, donc des diabètes, des maladies cardiovasculaires, etc. Donc non, Mental, l'État français ne sait pas ce que c'est le sport. on est d'accord. Ouais, 100% d'accord. Donc, Et pourtant, alors le MMA, et pourtant, ils s'en gargarisent, ils disent le sport, très important, tu as toujours des grands projets, oh, des grandes c'est intentions. du branding. Mais, C'est ouais, du branding mal fait, mais malheureusement, les masses ne sont pas éduquées pour s'en rendre compte. ouais. Et ce qui est dommage, c'est que au départ, la France, c'est un pays sportif où tu as eu, tu vois, la lutte, toujours. la lutte gréco, ça Ça a l'est été toujours. inventé ici. Coubertin, j'en parle même pas. Judo, Le judo, bon, bref. il y a la liste, elle est longue. hein. La J'ai pas une- gymnastique, il y a une grande école de la gymnastique J'ai pas une française. culture de l'histoire du sport suffisamment dévouée pour aller dans La ce sens-là, savate, mais je la veux bien le savate, croire. Ouais. la boxe française. C'est Football. Ouais, eh oui. Donc c'est vraiment. Ouais. Messieurs, il faut se bouger là. Et Ouais. Il va falloir que je devienne ministre. hein. il y a non, il y a du taf. Non, mais je pense qu'il faut faire. Ah, si je suis ministre du sport, je te dis que le taf, il va être fait. hein. Ouais. Non, ben on va faire ça. On va faire on prévoit une petite liste d'ici 10 ans. Le temps de se mettre. Comment utiliser le sport pour renforcer l'apprentissage? Ah, Est-ce qu'un cours de maths seul, c'est plus intéressant qu'un cours de maths auquel on ajoute du mouvement pour renforcer l'apprentissage et la mémorisation? Et c'est tout un sujet. hein. Ah ouais. Des gens qui passent leur vie à travailler sur ce genre de sujet. Et est-ce qu'on le prend en compte quand on fait nos programmes éducatifs? Alors, oui, ce serait intéressant de savoir qui fait ces programmes scolaires. Est-ce que toi, tu as quel souvenir Moi, j'ai un souvenir pas 100% atroce, parce que j'ai vécu des bons moments quand même à l'école, évidemment, mais je pense que l'école française, elle est naze, enfin, elle est devenue naze. Je ne sais pas quand exactement, ça serait intéressant de voir ça. Mais en fait, à part, tu vois, un prof ou deux qui m'ont marqué, déjà, les profs, tu sens qu'ils sont tellement. Ils sont dans la frustration. Et moi, je le vois encore aujourd'hui, je l'ai vu avec mon fils, qui a aujourd'hui. Enfin, qui est grand maintenant, qui est sorti de ça. Et je pense que c'est de pire en pire, en réalité. Et que. C'est difficile parce que tu sais, j'ai que entre guillemets 27 ans et que mon expérience du monde de travail, elle a été assez brève en dehors Ouais, mais du ton MMA. expérience scolaire, comment tu l'as vécu, toi, par exemple, l'école? Est-ce que tu as eu l'impression que ce que tu as appris de plus important, c'était. Je pense qu'il y a en jeu en France de manière générale, Ouais. quand j'écoute les gens autour de moi, quand j'écoute ma mère qui a fait une longue carrière dans la fonction publique à l'hôpital, qui est rentrée infirmière, qui est devenue directrice des soins. Donc elle a vraiment expérimenté tous les étages Ouais. de la fonction publique à travers l'hôpital, par exemple, mais pas que elle, mais Ouais. c'est probablement le meilleur exemple que j'ai. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est le rapport au travail en France qui est en train de changer et qui n'est pas forcément en train de changer dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à l'époque où elle est rentrée infirmière, les gens étaient intéressés par leur métier. Il y avait une réelle envie d'apprendre et de continuer à se former. Et de ce que j'ai compris sur la fin, le rapport au travail, il était plus de faire les heures qu'il faut faire et vite se barrer, quoi, tu vois. Et qu'il n'y avait plus cet amour du travail. Parce que le travail, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant pour se construire et s'élever, si toutefois celui-ci nous intéresse ou qu'on s'y intéresse. Et de ce que j'ai compris, ce rapport au travail était en train d'être diminué. Alors après, il est évident que quand les conditions de travail elles sont mauvaises, ça n'aide pas à avoir un rapport au travail positif. Quand on travaille, quand on est mal payé, par exemple, quand notre paye ne nous permet pas en fait de profiter de la vie, tu vois. Ouais. Par exemple, je sais pas, mais Ouais, tu as une dévalorisation du travail. je sais pas si donne pas la le paye bon ou exemple. le temps passé, je ne pourrais t'expliquer comment ça influence peut-être ce rapport au travail, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui l'influence. Mais voilà, ouais, je pense que dans le rapport au travail, ça diminue. Et donc, sûrement que pour les profs, avant, les gens ils faisaient ça peut-être plus par passion, qui avaient vraiment un intérêt sur aider les élèves et que peut-être des classes surchargées ou. Toi, t'as un bon souvenir ou pas de l'école, enfin, en Ouais, c'était général? ta question, excuse-moi, mais Est-ce que ça t'a donné ton goût d'apprendre? Il est vu. Moi, je sais qu'il n'est pas venu de l'école. Mon goût d'apprendre, mon goût de l'histoire, mon goût de certaines choses. Au contraire, le seul goût qui m'est venu, c'était un prof justement qui m'a ça m'a donné aidé le sur goût de des la choses philo. quand même, tu vois. Quoi J'ai pris plaisir, par Ouais. exemple, j'ai toujours détesté la SVT pendant toute ma scolarité, de l'école jusqu'à Rien que le terminale. nom, regarde, rien que le nom, il est atroce. Mais la dernière année, Non mais j'ai eu- SVT. sciences et vie naturelle, moi, je trouve ça beau. Ouais. Bon, Non, après mais ça, c'est les goûts, les couleurs. avant, mais on disait mais regarde, biologie. ma dernière classe de On disait SVT, je biologie suis tombé avant. sur un professeur qui m'a fait kiffer ça. Ouais. Il m'a fait kiffer ça Oui. et j'ai adoré aller en cours de SVT en terminale, tu vois. Voilà. Donc, ça m'a quand même éveillé sur des choses, tu Mais vois. c'est des exceptions, je trouve, tu vois. Alors que ça devrait être l'ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour que
bien former les profs, leur donner tu vois, le goût de faire leur métier dans les meilleurs… Enfin déjà un prof, ça devrait être bien payé et très bien payé. Je pense aussi. Hein. Ça a des métiers les plus importants au Les monde. pompiers, l'hôpital. Voilà. C'est les gens qui font tourner la société en fait. C'est ça, Hein. S'ils c'est sont ça. pas là. Ouais. Et Les puis, flics. Donc tous les métiers qui sont cruciaux, en fait, on les paye en France, on les paye comme des merdes, on les sous-paye. les flics aussi. Et ça, c'est une réalité factuelle. Il suffit de voir les stats par rapport à l'Europe. Systématiquement, toutes ces professions qui sont censées être, qui devraient être survalorisées par l'État sont payées comme des charclots, quoi. Comme Et dans les pays qui ont les meilleures statistiques sur l'éducation, sur le social, sur le niveau de vie, il faut regarder quel est l'état des choses dans ces pays. Hein. Je pense à la Finlande par exemple. Ouais. Je pense qu'un prof en Finlande, il a une qualité de vie peut-être qui est meilleure. Franchement, j'en sais rien. Ouais. peut-être pas. Hein, à vérifier. Hein. C'est juste des. Ouais. Bon, en tout cas, il y a un malaise en France et c'est à la racine. Donc, ça serait, à mon avis, facile à… Il y a des choses à faire en modifier tout ça. cas. J'ai du mal. Enfin, je pense que la fatalité existe dans la vie, mais je pense qu'il y a quand même une grande part de choses qu'on peut faire avant d'accepter la fatalité, et notamment sur l'éducation. Ouais. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Ouais. Surtout que en fait, les connaissances, elles sont sorties, les études, elles ont été faites. Enfin, je veux dire, on a du matériel sur lequel s'appuyer. Puis il y a l'expérience aussi des endroits où ils font mieux que nous, tu vois. Donc il y a du matériel sur lequel s'appuyer pour construire une base meilleure. Mais ça fait combien de temps que la base n'a pas été réellement changée en profondeur? On a peut-être un système éducatif qui est sur le modèle des années post-seconde guerre mondiale. Mais entre-temps, le monde a évolué, les connaissances ont avancé, la société a évolué, a changé aussi. Et donc… Et tu as vu le mot aussi, les mots ont forcément toujours leur importance, hein, mais ça devrait être l'instruction publique. On parle d'éducation, mais l'éducation, ça c'est le rôle parental. Tu vois, pour moi, l'État n'a pas à t'éduquer en fait. Toi, tu t'éduques dans ta vie, avec tes proches, ta famille. C'est eux qui sont responsables de toi, quoi. L'État doit aider à… Oui, mais bon, après, il y a des enfants qui n'ont pas de famille, par exemple. Il y a des enfants qui viennent de familles chaotiques. Et c'est là que l'école elle a son importance et que ça dans des cas particuliers, comme ça, effectivement. Et ça permet de donner des valeurs à des gens qui, malheureusement, dans leur famille, n'ont pas pu les obtenir. C'était peut-être aussi le bon côté du service militaire. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément le remettre en place, mais le service militaire… Un service martial. Pendant on un n'apprend an pas ou forcément deux, à tuer, mais on apprend, tu vois, les sports de combat. Pendant un an ou deux, on t'apprend à respecter les ordres et à vivre avec les autres, en fait. Et quand tu sors de là, tu peux avoir des valeurs que tu n'avais pas forcément quand tu es rentré. Après, je ne me rends pas compte, j'ai jamais fait de service militaire, j'ai jamais été à l'armée, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être qu'il y a aussi… Peut-être que c'est aussi dans ce genre d'endroit qu'on développe l'amour de son pays, et la fraternité et toutes les valeurs qui font que la France a été une si grande puissance et il est encore aujourd'hui, malgré tout. Ouais. Non, il y a encore des trucs bien à tirer de ce pays, je pense. Il va falloir juste se sortir les doigts du yonf. Et écoute, je te remercie. Merci à toi. Je vais te rendre ta liberté, parce qu'il n'y a que ça qui compte, hein, quelque part. Oui, je passe pas un mauvais moment, donc ça c'est va. c'est cool. Axel, je te remercie. Et puis, écoute, un de ces quatre, hein, Bah ouais, grave. la semaine prochaine, puisque maintenant… mon retour des États-Unis, si tu veux. Carrément, C'est quand je passe sur Paris. avec plaisir. Je devrais avoir des choses à dire. Ouais. Merci à vous tous. Et voilà, à très très bientôt. On est de retour pour des affaires bouillantes. Ciao, bye. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't try to ball. Nah, I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, they don't want it done like I want it, dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't try to ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats.